La maison de tante Marguerite sentait toujours le pain frais et la cire d'abeille. Un mélange suffocant qui, pour moi, Amélie nonne, évoquait jamais la chaleur de Noël, mais plutôt étouffement d'une mise en scène familiale où chacun jouait son rôle, sauf moi. Je était préparée pour ce dîner comme pour une bataille, revêtue non pas d'une armure visible, mais d'une détermination froide que j'avais cultivée pendant 6 longs mois d'un travail acharné, mené totalement en secret. Était le rituel annuel, le grand dîner de Noël, et je savais, au plus profond de moi, que ce serait la dernière fois que je me tiendrais là, muette et tremblante, sous le joug de son mépris. L'atmosphère, malgré les guirlandes scintillantes, était lourde, imprégnée de cette fausse convivialité que seule la famille peut générer, où les sourires sont des masques et les compliments, des flèches décochées à basse altitude. Dès mon entrée dans le salon d'apparat, où trônait le sapin colossal, Marguerite m'a accueilli avec un baiser glacé sur la joue, ses yeux plissés analysant ma tenue avec une rapidité chirurgicale. Elle portait sa robe de velours bordeaux, la couleur de l'autorité qu'elle était arrogée depuis la mort de mes parents il y a 10 ans, quand elle avait pris en charge non seulement le deuil, mais aussi la gestion du fonds fiduciaire qui devait financer mon rêve d'entreprise. Ah Amélie, tu es là. Toujours aussi bohème, n'est-ce pas? Cette veste est-elle vraiment appropriée pour un dîner de Noël? Mais bon, je suppose que les priorités sont différentes quand on n'a pas encore réussi à atteindre une certaine stabilité, hein? Les mots étaient dits avec un ton doucereux, mais la piqûre était intentionnelle, calibrée pour atteindre précisément l'endroit où la confiance en soi était la plus fragile. Je n'ai pas répondu, me contentant d'un sourire forcé, car chaque mot prononcé était une munition supplémentaire qu'elle utilisait contre moi. Oncle Bernard, assis près de la cheminée, feuilletait un magazine de jardinage, son visage impassible, trahissant une habitude confortable du drame. Il était le témoin passif de toutes les humiliations, celui dont le silence complice renforçait l'autorité de Marguerite. Plus loin, ma cousine Sophie, élégante et immaculée dans son tailleur crème, haussait légèrement les sourcils. Un petit mouvement qui validait sans mot dire le jugement de sa mère. Sophie, la cousine, parfaite, avait réussi son mariage, sa carrière, sa vie, et servait systématiquement de miroir brillant pour mettre en évidence mes propres échecs perçus. Le dîner a commencé, et le rituel d'humiliation a rapidement atteint sa vitesse de croisière. Au moment où je m'efforçais de couper ma dinde, Marguerite a posé sa main sur mon bras. Un geste faussement affectueux. « Dis-nous Amélie, comment va cette petite entreprise de consulting que tu as lancée? Je sais que c'est difficile. Tellement difficile pour quelqu'un qui, disons-le, a toujours été un peu désorganisé. J'ai bien peur que le fonds de soutien que nous gérons doive être réévalué. Il est essentiel que l'argent de tes parents soit géré par des mains fiables, n'est-ce pas? » Le mot « irreliable » avait été prononcé en anglais, pour insister sur une connotation de légèreté et d'incapacité que le français ne rendait pas aussi brutalement. Elle m'a humiliée encore une fois, devant toute la table. Je sentais le poids de tous les regards converger sur moi. Ceux de pitié, ceux de jugement, ceux qui attendaient silencieusement que je trébuche. Ce poids était pas nouveau. Il était accumulé au fil des années, couche après couche. Depuis que Marguerite avait pris le contrôle financier de ma vie, me traitant comme une enfant incapable de prendre des décisions responsables. Je revoyais les flashs de ces 10 dernières années. L'appel moqueur lorsqu'elle avait appris que mon premier prêt bancaire avait été refusé. Sa critique acerbe de l'adresse de mon premier bureau. Le rire étouffé lorsqu'elle m'avait dit que je devrais plutôt chercher un emploi stable au lieu de jouer à l'entrepreneuse. Chaque souvenir était une aiguille plantée dans ma chair, ravivant cette douleur invisible que j'avais si longtemps portée seule. Mais cette fois, la douleur était différente. Elle était plus seulement une souffrance passive. Elle était un moteur. 6 mois. J'avais passé 6 mois à vérifier chaque virement, chaque relevé, chaque ligne de compte. J'avais engagé un avocat spécialisé dans la finance, un homme discret qui travaillait uniquement sur référence, et nous avions passé des nuits entières à décortiquer les mouvements du fonds fiduciaire créé pour ma sécurité. Ce fonds était censé être ma rampe de lancement, le capital initial légué par mes parents, mais au fil des ans, les montants disponibles avaient fondu de manière inexplicable. J'avais fini par trouver en secret des transferts suspects vers des comptes offshore, masqués derrière des factures de consulting en gestion de patrimoine ou de frais administratifs exceptionnels, moins des transferts qui pointaient directement vers Marguerite et son réseau. J'avais la preuve secrète, enfermée sur une clé USB noire que je portais dans la poche intérieure de ma veste, juste au-dessus de mon cœur. Cette preuve était pas un simple document, était le poids de la vérité contre des années de mensonges. Tandis que Marguerite continuait à discourir sur les dangers de l'indépendance financière pour les jeunes femmes au tempérament artistique. Vous, comme moi, je gardais le silence, mâchant lentement ma bouchée, attendant le point de non-retour qu'elle allait inévitablement franchir. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient étonnamment fermes sur ma serviette. Vraiment, Amélie, a repris Marguerite, s'adressant maintenant à oncle Bernard comme si je étais une pièce de musée à commenter, je crois que nous allons devoir prendre une décision radicale. Ton entreprise, c'est une chose. Mais l'incapacité de gérer son propre argent en est une autre. Il est de notre devoir, en tant que gardien de l'héritage de tes chers parents, de protéger ces fonds contre, disons, une mauvaise gestion. Elle a souri de son sourire le plus condescendant, le sourire de la personne qui détient tout le pouvoir et qui s'apprête à porter le coup final.
J'ai d'ailleurs prévu de faire une annonce formelle le mois prochain. Nous allons geler la majeure partie du fonds et le placer sous une gestion externe beaucoup plus rigoureuse. Cela t'enlèvera une pression, tu verras. Tu n'es tout simplement pas faite pour ça, ma chérie. Tu es incapable de gérer ta propre entreprise, et certainement pas un tel capital. Était l'ultime humiliation. Non seulement elle me traitait d'incompétente, mais elle annonçait publiquement qu'elle me retirait le contrôle de l'argent qui était dû de droit, arguant d'une incapacité personnelle qu'elle avait elle-même construite par ses critiques incessantes. Elle utilisait la prétendue instabilité de mon entreprise, une instabilité causée en partie par le manque de capitaux qu'elle refusait de libérer pour justifier le vol qu'elle avait commis. La rage qui montait en moi, était plus de la tristesse, mais une force froide et calculée. Le point de non-retour était atteint. Je me suis levée. Le mouvement a été si soudain, si tranchant au milieu du cliquetis des couverts et du murmure des conversations, que toute la table s'est tue. Marguerite, interrompue en pleine tirade triomphale, a levé les yeux vers moi, surprise par mon audace. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, son expression mélangeant irritation et confusion. « Amélie ? Assieds-toi, voyons, nous n'avons pas fini de discuter. » « Au contraire, tante Marguerite, ai-je dit, ma voix étonnamment claire, sans la moindre trace du tremblement qu'elle attendait. Je crois que la discussion vient de commencer. J'ai ignoré les regards interloqués. Oncle Bernard posait lentement son magazine. Sophie fixait mon visage, essayant de déchiffrer ce qui se passait. J'ai marché calmement vers le buffet où se trouvait le petit projecteur que mon cousin utilisait habituellement pour montrer les photos de vacances. Je l'avais repéré en entrant, et j'avais agi en conséquence, apportant dans mon sac non seulement la clé USB, mais aussi le câble de connexion nécessaire. La préparation avait été méticuleuse. Marguerite s'est redressée, l'agacement remplaçant la surprise. « Amélie, qu'est-ce que tu fabriques avec ce projecteur ? Arrête tes bêtises. Nous sommes à Noël. » « Justement, tante Marguerite, c'est Noël. Le moment des révélations, n'est-ce pas ? » J'ai branché la clé USB et le projecteur sur une prise cachée sous la nappe, puis j'ai pointé l'objectif vers le grand mur blanc et immaculé juste derrière elle. Un mur qui servait de toile de fond parfaite pour la destruction de son image publique. J'ai allumé l'appareil. La pièce a été inondée d'une lumière crue, attirant tous les yeux. Alors que l'écran s'allumait, projetant le logo austère de mon avocat, je suis retourné à ma place, me tenant debout au bout de la longue table. J'ai cliqué sur le fichier nommé « Dossier Héritage Mouvement S ». Monsieur, j'ai projeté la vérité, nette et indiscutable. Le premier document qui est apparu était un relevé bancaire détaillé du fonds fiduciaire de mes parents, datant des 5 dernières années. J'ai pointé l'index vers l'écran, ma voix devenant forte, transportée par l'adrénaline et la libération. Tante Marguerite m'a dit que j'étais incapable de gérer ma propre entreprise. Elle m'a dit que j'étais irreliable. Elle a annoncé qu'elle allait geler l'argent que mes parents m'ont laissé, sous prétexte qu'il devait être protégé de ma mauvaise gestion. Je me suis tournée vers la famille, dont les visages étaient des tableaux de confusion et de curiosité morbide. Ce que tante Marguerite n'a pas mentionné, c'est pourquoi le solde de ce fonds est si bas. J'ai fait défiler le document. L'écran a été remplacé par une série de lignes rouges, encerclant des montants astronomiques et des dates précises. Les yeux des convives se sont plissés, essayant de lire les petites écritures. Puis j'ai affiché, en gros caractères, le total des retraits non justifiés. Voici les relevés, compilés par un expert. Regardez, oncle Bernard. Regarde, Sophie. Sur les 10 dernières années, 85% de l'héritage destiné à mon avenir a été transféré. Non pas vers mon entreprise, mais vers une société écran enregistrée aux îles Caïmans, sous le nom de Services Monsieur Gestion Coût. J'ai marqué une pause dramatique. Service Monsieur Gestion. Le M, pour Marguerite. Le silence qui a suivi était pas le silence gêné des dîners de famille ratés. Était le silence total, absolu, celui qui absorbe le bruit ambiant, le cliquetis du chauffage, la respiration même. La salle est devenue silencieuse, comme si l'air lui-même avait été aspiré par la force de cette révélation brutale. Marguerite, qui était jusqu'alors restée assise, les mains crispées sur le bord de la table, a pâli. Son teint, habituellement rosé par la bonne chair et l'assurance, est devenu d'un blanc spectral. Elle a tenté de se lever, mais ses jambes l'ont trahi. « Amélie, c'est une falsification. Comment oses-tu ? C'est une attaque calomnieuse. » Sa voix était stridente, mais elle manquait de son autorité habituelle. Était la panique, le son de la façade qui se fissure. Une attaque calomnieuse ? J'ai souri, un sourire amer que j'avais répété 100 fois dans le miroir. J'ai anticipé cette réaction. J'ai cliqué à nouveau. Le nouvel écran affichait une série d'emails. Voici une correspondance entre tante Marguerite et un comptable basé à Genève. Elle y détaille la structure de ses transferts, expliquant comment elle justifie ces sommes, comme des salauds, frais de garde, pour son travail, de gestion de l'héritage. Des frais de garde qui, élèvent à près d'1 million d'euros. Je me suis tournée vers elle, mon regard ne fléchissant pas. Vous m'avez humiliée pendant des années, tante Marguerite. Vous m'avez traité de faible, d'incapable, d'irresponsable.
Vous avez utilisé chaque dîner de Noël pour me rappeler que sans vous, je n'étais rien. Mais la vérité, la seule vérité, c'est que pendant que vous m'appeliez irreliable zève devant tout le monde, vous étiez en secret en train de voler l'argent que mes parents m'avaient laissé pour me construire. Oncle Bernard a enfin réagi. Il s'est levé lentement, ses yeux allant du visage décomposé de sa femme à l'écran lumineux derrière elle. Il a fait un pas vers le mur, comme s'il devait toucher les chiffres pour croire à leur réalité. Marguerite, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-lui que c'est faux. La confusion et l'horreur dans sa voix étaient réelles. Il avait été l'aveugle consentant, mais la vérité projetée là, en lettres capitales, était impossible à ignorer. Sophie, ma cousine, celle qui m'avait tant jugé, portait maintenant sa main à sa bouche, ses yeux élargis par un mélange de dégoût et de honte. Elle comprenait. Elle comprenait que toute l'autorité morale de sa mère, toute l'assurance avec laquelle elle jugeait la vie des autres, reposait sur une trahison et un mensonge. Marguerite n'avait plus de défense. Sa façade publique s'est écroulée sous le poids des relevés bancaires. Elle a bafouillé. C'est compliqué, Amélie. J'ai géré l'argent. J'ai fait des investissements. Des investissements dans votre propre compte bancaire, tante Marguerite. J'ai relâché le projecteur pour afficher la dernière diapositive. Un document signé, où Marguerite avait attesté devant notaire de l'intégrité et de la bonne foi de sa gestion du fonds fiduciaire. Un faux serment. Vous avez détourné mon héritage. Et le plus cruel, c'est que vous avez utilisé votre statut de victime pour justifier votre vol, me rendant responsable de ma propre ruine financière. Le silence est revenu, encore plus profond que le premier. La seule chose qui rompait le calme était le bruit haletant de Marguerite, dont la respiration cissa était faite courte et rauque. Elle était exposée, dénudée de son rôle de matriarche bienveillante, réduite à la simple criminelle qu'elle était. J'ai éteint le projecteur. L'obscurité partielle est revenue dans la pièce, mais la lumière de la vérité persistait, brûlante et visible. J'ai ramassé mon sac et la clé USB, sentant une légèreté incroyable m'envahir. La douleur des années de mépris était là, mais elle était plus corrosive. Elle était transformée en une force cathartique. Mon avocat contactera le vôtre après les fêtes, tante Marguerite. Le processus est déjà enclenché. Et pour ce qui est de mon entreprise, ai-je ajouté, m'adressant à la table entière, ma voix maintenant calme, elle se porte très bien. J'ai trouvé d'autres investisseurs, des gens qui croient en ma fiabilité, des gens qui ne m'ont pas volé. J'ai regardé Marguerite une dernière fois. Ses yeux étaient brillants de larmes de rage et d'humiliation, non de remords. Était la fin de son règne. Ce jour-là, tout a changé. J'ai révélé la vérité, non pas pour l'argent, mais pour retrouver ma valeur. Pour me libérer du rôle de brebis galeuse qu'elle m'avait assigné. Sans un mot de plus, sans un regard en arrière vers oncle Bernard qui restait figé, ou vers Sophie qui sanglotait doucement, je me suis dirigée vers la porte d'entrée. L'air froid de la nuit de Noël m'a fouetté le visage, et il n'a jamais eu un goût aussi pur. J'y étais libre, et enfin reconnu, non pas comme l'enfant incapable, mais comme l'entrepreneur qui avait eu le courage de démasquer la vérité. Le silence de la salle à manger, ce silence de choc absolu, était ma justice, ma victoire, mon premier Noël véritablement heureux depuis 10 ans. La lourde porte de chêne s'est refermée derrière moi, coupant définitivement le lien toxique qui m'avait étouffé. La maison de tante Marguerite sentait toujours le pain frais et la cire d'abeille, un mélange suffocant qui, pour moi, Amélie, évoquait jamais la chaleur de Noël, mais plutôt l'étouffement d'une mise en scène familiale où chacun jouait son rôle, sauf moi. Je m'y étais préparée pour ce dîner comme pour une bataille, revêtue non pas d'une armure visible, mais d'une détermination froide que j'avais cultivée pendant 6 longs mois d'un travail acharné, mené totalement en secret. Était le rituel annuel que je détestais, celui où l'on me rappelait, avec des sourires forcés et des phrases assassines, que j'ai été la seule incapable de la famille, le maillon faible qui n'avait jamais su se relever correctement après la perte de mes parents, et dont l'héritage, judicieusement placé sous la garde vigilante de Marguerite, prouvait l'échec constant de mes tentatives d'indépendance. Je m'avançais dans le salon, où les lumières tamisées des lustres en cristal luttaient contre l'obscurité hivernale, et l'atmosphère, chargée des vapeurs de vin chaud et de l'odeur riche du rôti en préparation, me serra la gorge. J'aperçus immédiatement tante Marguerite, vêtue d'une robe de velours émeraude, postée comme une reine devant la cheminée, le verre de champagne à la main, son regard scrutateur s'arrêtant sur moi, avec une intensité calculée. Son expression, mélange habituel de condescendance et de fausse compassion, était une œuvre d'art qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies, surtout depuis que mes parents étaient partis, et que l'argent de mon fonds fiduciaire était passé sous sa gestion. 10 ans de mépris silencieux m'avaient enseigné à ne pas réagir, à absorber la douleur sans la montrer, mais ce soir, l'absorption avait cessé. J'y étais venue pour rendre coup pour coup. « Amélie, ma chérie, tu as l'air isole, fatiguée, lança-t-elle, sa voix résonnant trop fort dans le silence poli qui avait suivi mon entrée, s'assurant que tous les invités entendent l'insinuation. « J'espère que tes horaires ne sont pas trop lourds avec cette petite entreprise. On m'a dit que tu travaillais encore le week-end. Ce n'est pas très sain pour une femme de ton âge. »
L'oncle Bernard, assis dans son fauteuil en cuir, se contenta de hocher la tête avec un air de désapprobation générale, tandis que ma cousine Sophie, la reine de la réussite facile et sans histoire, me souriait avec une pitié exaspérante. Sophie, toujours l'avocate brillante, la épouse parfaite, la mère irréprochable, celle qui renforçait constamment, par sa simple existence, le verdict que je était là, élément instable de la lignée. Je vais très bien, tante Marguerite. L'entreprise se porte même étonnamment bien, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru, un écho de glace dans ma poitrine. Je savais que mentir ou me défendre n'aurait fait qu'alimenter sa soif, mais la vérité moins, la véritable vérité que je portais sur ma clé USB dans la poche intérieure de ma veste moins, était une arme que j'avais choisi de ne pas dégainer prématurément. Je devais la laisser s'enfoncer, la laisser commettre l'irréparable, le jugement final qui justifierait ma riposte. Le dîner commença. La table était immense, surchargée d'argenterie étincelante et de centres de table floraux, mais sous cette splendeur, l'air était lourd, saturé d'attentes et de jugements non exprimés. Nous passâmes par les entrées de foie gras et de langoustine, et chaque fois que je tentais de participer à la conversation par une anecdote professionnelle ou une nouvelle réussie, Marguerite intervenait pour la minimiser ou la tourner en ridicule. Ah, Amélie et ses petites aventures. C'est charmant, n'est-ce pas Bernard? Mais rien de solide, rien qui puisse offrir la sécurité. Heureusement que nous sommes là pour veiller au grain. Elle soulignait le nous avec une emphase particulière, me rappelant que l'accès à la portion restante de l'héritage, censé servir de capital de croissance pour mon entreprise de design, dépendait toujours de son bon vouloir et de son évaluation arbitraire de ma fiabilité. Chaque mot était une piqûre, une évocation de toutes les fois où elle m'avait humilié publiquement. Je me souvenais de l'anniversaire de mes 30 ans, quand elle avait fait un discours sur ma tendance à éparpillement dit, ou du jour où elle avait dit à un banquier, en ma présence, que était émotionnellement incapable de gérer des fonds importants. Ces années de douleur invisible s'accumulaient en moi, formant une masse dense et brûlante. J'avais tant intériorisé ces critiques que pendant longtemps j'avais réellement cru que était incompétente. Mais la vérité, découverte 6 mois plus tôt, m'avait libérée de cette prison mentale. Mon incapacité n'était pas la cause de sa méfiance, elle en était la justification inventée, écran de fumée derrière lequel elle cachait ses propres malversations. L'atmosphère se densifia lorsque nous arrivâmes au plat principal. L'oncle Bernard, ayant bu quelques verres de trop, commença à parler bruyamment de la crise économique, offrant à Marguerite l'opportunité parfaite. Elle posa son couteau et fourchette, son regard se fixant sur moi, avec une intensité dramatique. C'est pour cela, chers amis et familles, que je suis si vigilante. Surtout concernant Amélie. Un silence s'installa, les conversations mourant autour de la table. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant la sentence. Mon rôle, depuis que nos chers défunts sont partis, a été de protéger Amélie d'elle-même, déclara tante Marguerite, s'adressant à l'assemblée comme si était absente ou mineure. Elle a beaucoup de qualités, bien sûr, mais elle n'a jamais eu le sens des affaires. Elle est impulsive, elle manque de structure. Chaque fois qu'elle a voulu lancer un projet, je l'ai encouragée, mais j'ai toujours gardé un contrôle strict sur le fonds fiduciaire familial. Elle sourit, un sourire de martyr. J'ai refusé sa dernière demande de capital il y a 3 mois. Elle prétendait que était pour développer son réseau, mais je sais, au fond de mon cœur, que cet argent aurait été gaspillé, comme tout ce qu'elle touche. Sophie intervint, renforçant le discours. Maman n'est que pragmatique, Amélie, c'est pour ton bien. Tu es trop artiste. Laisse les professionnels gérer l'argent. La pointe était enfoncée si profondément qu'elle atteignait la douleur ancienne. Était traitée comme une enfant irresponsable. Une rêveuse naïve. Tante Marguerite venait d'annoncer publiquement, devant 30 membres de la famille et amis proches, que était incapable de gérer ma propre entreprise, et par extension, ma propre vie, justifiant ainsi le détournement constant de mon héritage. Ce fut le point de non-retour que j'attendais. J'ai senti une vague de calme glacial m'envahir, remplaçant la colère et la souffrance. Vous avez raison, tante Marguerite, dis-je d'une voix basse, mais claire, qui coupa net le murmure de la salle. Je me levai lentement, le bruit de ma chaise raclant le parquet résonnant comme un coup de fusil. Tout le monde me regardait, surpris par la rupture de mon silence habituel. Tante Marguerite, se sentant victorieuse, me fit un signe de la main, me conseillant de me rasseoir et de ne pas faire de scène. Assieds-toi, Amélie. Nous discutons seulement. Non, tante Marguerite, vous ne discutez pas. Vous m'avez humiliée pendant 10 ans, me traitant d'incompétente et d'irresponsable, articulai-je, chaque mot pesant une tonne. Vous avez utilisé ma douleur et la confiance de mes parents pour justifier votre gestion prétendument prudente de mon héritage. Je fis un pas en arrière, atteignant la pochette intérieure de ma veste, où la clé USB, scellée par la vérité, attendait. La pièce était si silencieuse que j'entendais le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Eh bien Amélie, tu vas nous faire une crise ? Intervint l'oncle Bernard, agacé par cette perturbation du dîner. Ta tante ne fait que te rappeler à l'ordre. Je l'ignorais.
mes yeux fixés uniquement sur Marguerite, dont le visage commençait à se crisper légèrement. Une légère hésitation traversant son masque de marbre. Elle devait sentir que quelque chose avait changé. Mais elle ne pouvait concevoir que j'ai pu me préparer à cette confrontation. Je m'approchai du buffet où j'avais discrètement placé mon sac d'ordinateur portable plus tôt dans la soirée, prétextant vouloir y mettre mes gants. J'ouvris le sac, sortis mon petit vidéoprojecteur de poche, que j'avais acheté en secret, et mon ordinateur ultra plat. La surprise et la confusion étaient totales. Les convives se demandaient ce que je faisais. Était-ce une présentation d'entreprise de dernière minute ? Puisque nous parlons de gestion, de prudence et d'incompétence, continuai-je mon doigt connectant la clé USB à l'ordinateur, j'ai passé les 6 derniers mois à analyser la façon dont mon fonds fiduciaire a réellement été géré. Non pas par des rumeurs ou des sentiments, mais par des chiffres. Des relevés bancaires. Marguerite se redressa, son verre tremblant. Était la première fois que je voyais une once de peur dans ses yeux. Amélie, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Range immédiatement ça, ordonna-t-elle, sa voix se fissurant légèrement. J'ignorais son ordre. Je branchai le vidéoprojecteur et pointai l'objectif vers le mur blanc immaculé juste à côté de la cheminée où Marguerite avait siégé triomphalement toute la soirée. La lumière aveuglante du projecteur s'alluma, projetant le bureau de mon ordinateur sur le mur. Les têtes se tournèrent en même temps, le brouhaha de la confusion se transformant en une anticipation angoissée. Je naviguai rapidement vers le dossier crypté que j'ouvris avec un mot de passe que j'avais tenu absolument secret, même de mon avocat jusqu'à ce matin, puis j'ai projeté la première page. Était un tableau Excel, clair et sans appel avec en titre « Analyse des flux fiduciaires 2013 à 2023 ». En dessous, les détails du compte de mes parents, et à côté, une colonne intitulée « Transfert non justifié » où je fis défiler les lignes, montrant une série de transactions étalant sur 10 ans. Chaque ligne correspondait à un montant important, transféré du compte du fonds fiduciaire d'Amélie vers un compte personnel anonyme. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, si pesant qu'on aurait pu entendre la neige tomber dehors. Les invités, figés, observaient les chiffres s'afficher. Ces montants, 5 000 € ici, 10 000 € là, parfois 20 000, s'additionnaient à un total choquant qui clignotait en bas de leur écran. J'avais gardé cette preuve en silence pendant des mois, attendant ce moment précis, ce dîner de Noël, où l'humiliation publique atteindrait son paroxysme. Tante Marguerite vient de vous expliquer que j'étais incapable de gérer un budget. Je suis incompétente, irresponsable, et je gaspille l'argent, dis-je, ma voix maintenant amplifiée par le silence choqué de la pièce. Pendant ce temps, voilà ce qu'elle faisait, en secret, avec l'argent qui devait servir à bâtir ma vie. Je pointais du doigt le montant total affiché en gras. 350 000 €. Elle m'a volé, elle a détourné mon héritage. Marguerite, le visage livide, était levée précipitamment, faisant tomber son verre qui se brisa sur le tapis persan, sans que personne n'y prête attention. Elle essaya de parler, mais seul un sifflement rauque sortit de sa bouche. « C'est un montage, c'est faux, Amélie, tu es folle !» cria-t-elle, sa voix habituellement posée brisée par la panique. « Ce ne sont pas des captures d'écran, tante Marguerite, ce sont les relevés bancaires authentifiés, signés et tamponnés par la banque elle-même, obtenus grâce à une ordonnance judiciaire que mon avocat a obtenue le mois dernier, précisai-je, projetant maintenant des copies numérisées des documents officiels. Ces transferts, qui s'effectuaient vers le compte personnel de l'oncle Bernard, étaient maquillés en frais de gestion exceptionnels ou en investissement obligatoire, aux grosses œuvres. Oncle Bernard, qui était resté silencieux et rougeaud, essayait de se faire petit dans son fauteuil. Sophie, ma cousine, parfaite, avait les mains devant sa bouche, ses yeux passant de l'île, écran à sa mère. La façade de la matriarche intraitable, de la tutrice attentionnée, était écroulée en l'espace de 2 minutes, exposant au grand jour la vérité sordide que j'avais cachée en secret si longtemps. Elle m'a humiliée pendant des années pour camoufler sa culpabilité, repris-je, la libération montant en moi, une vague de chaleur remplaçant la glace. Chaque fois qu'elle m'appelait, irreliable, chaque fois qu'elle sous-entendait que je n'y arriverais jamais, car, était pour s'assurer que personne ne remette en question son autorité sur le fonds fiduciaire. Si était la folle dépensière, qui irait vérifier les comptes de la gardienne responsable? La lumière du projecteur semblait illuminer non seulement les chiffres, mais aussi la honte et la trahison gravées sur le visage de Marguerite. Elle ne pouvait plus nier. Elle était prise, exposée devant toute la famille qu'elle avait tant dominée. Son corps tremblait visiblement. Et elle chercha du regard Bernard, qui évitait ses yeux. L'humiliation publique, qu'elle avait si souvent orchestrée contre moi, se retournait contre elle avec une violence inouïe. « Comment as-tu pu faire ça ?» murmura une voix, celle de l'une des tantes éloignées, brisant le silence. « C'est mon héritage. L'argent que mes parents m'ont laissé pour construire ma vie, dis-je, m'adressant à la pièce entière. Vous m'avez tous regardé, année après année, subir ces jugements. Certains d'entre vous ont participé, comme Sophie, renforçant l'idée que je n'étais pas assez bien. J'ai supporté l'injustice et la douleur invisible, parce que je savais que la seule façon de me libérer et de rétablir la vérité était d'avoir une preuve irréfutable. Je sentais les larmes monter.
Non pas des larmes de tristesse mais de pure catharsis. Ce jour-là, tout a changé. Le poids de 10 années de mépris venait d'être soulevé. Marguerite, défaite, essaya une dernière manœuvre de diversion. Tu ne m'auras pas, Amélie. Je t'ai toujours aidé. M'aider? Me voler en se drapant dans la vertu? C'est ce que vous appelez aider? Je coupais la projection, le silence de la pièce étant maintenant uniquement rythmé par la respiration haletante de Marguerite. Demain matin, les documents officiels seront déposés auprès du procureur. J'ai ce que je voulais. La vérité révélée, et ma dignité retrouvée. Je ne suis pas la folle, ni l'irresponsable. J était la victime. Je ramassais mon matériel calmement, repliant le projecteur, déconnectant la clé USB. Je n'avais plus besoin de rien. J'avais dit ce que j'avais à dire. Je me tournais vers tante Marguerite, dont les yeux étaient remplis d'une haine glaciale et d'une terreur visible. Elle était démolie publiquement, sa réputation de femme d'honneur réduite en miettes sur ce mur blanc. Bon Noël, tante Marguerite, dis-je, prononçant ces mots sans aucune émotion, une pure formalité. Je me dirigeais vers la porte, laissant derrière moi le chaos, les regards horrifiés, et les chuchotements qui commençaient à se former comme un essaim d'abeilles en colère. L'oncle Bernard se leva, l'air hagard, mais ne dit rien. Sophie me regarda partir, sa bouche toujours entr'ouverte, incapable de trouver un mot pour défendre l'image de sa mère. En franchissant la porte, et en sortant dans l'air froid de la nuit, je me sentis légère pour la première fois depuis une décennie. L'injustice était claire, la vérité cachée avait été révélée, et la justice immédiate, celle de la honte publique, était servie. Je était plus à m'oublier. J'avais repris le pouvoir devant ceux qui m'avaient fait taire. Je savais que la bataille légale ne faisait que commencer. Mais l'essentiel était accompli. Ma tante m'a humiliée pour la dernière fois, et j'avais triomphé dans ce moment décisif. Je pouvais enfin marcher la tête haute. 27 038 caractères. Le rituel annuel touchait à sa fin, et le malaise, après avoir lentement mijoté sous les conversations forcées, était sur le point de déborder. Le café et les petits fours, qui devaient signaler une conclusion douce à cette mascarade de Noël, n'apportaient qu'une odeur de sucre brûlé et de vanille lourde, qui s'accrochait aux tentures de velours cramoisi. 20 pères Dieu, ceux de la famille étendue oncles, tantes, cousins éloignés, tous englués dans la tradition et la bienséance, attendaient inconsciemment le moment que moi seule, Amélie, anticipais avec une précision chirurgicale, l'instant où tante Marguerite passerait de l'hôtesse affable à la juge suprême. Elle avait toujours besoin de son podium, cet instant où, devant l'assemblée, elle réaffirmait sa position de matriarche impeccable, et, par contraste, désignait la brebis galeuse, celle qui méritait son mépris annuel. Cette année, comme les précédentes, Heike était moi. Marguerite, ayant achevé son second café avec une élégance étudiée, tapota légèrement sa cuillère contre le bord de la tasse en porcelaine de Limoges. Le bruit, minuscule, résonna pourtant dans le silence qui s'installait, plus efficace que n'importe quel appel au calme. Sa voix, chaude et doucereuse, prit la parole, étirant dans l'air comme une mélasse sirupeuse. Elle commença, comme toujours, par une célébration de la famille, de la santé, et puis, insidieusement, elle glissa vers son sujet de prédilection. La morale, la diligence et, surtout, la gestion financière. Était le thème qu'elle avait choisi pour m'achever cette année, la responsabilité. Il est de notre devoir, mes chers laits, commença Marguerite, jetant un regard appuyé sur oncle Bernard qui hochait la tête comme un pantin articulé, de veiller à ce que les valeurs que nos parents nous ont transmises, celles de l'honnêteté et de la prévoyance, perdurent. Nous les aînés, nous avons la charge de la sagesse, de la patience, et parfois, cela signifie faire face à la réalité, même quand elle est douloureuse. Elle fit une pause dramatique, son regard balayant la table avec une satisfaction malveillante avant de s'arrêter, comme un projecteur, sur moi. J'avais les mains jointes sous la table, le bois froid du siège pressé contre mes cuisses, mais intérieurement était calme. La douleur avait été si souvent infligée qu'elle avait été remplacée par une détermination glaciale. Nous devons apprendre à faire confiance aux aînés, n'est-ce pas ? Continua-t-elle, s'adressant maintenant directement à moi, mais s'assurant que toute la table écoutait la nuance venimeuse. C'est un signe de maturité que de reconnaître quand on n'est pas équipé, quand l'impulsivité prend le dessus sur la raison. Il y a des domaines où l'on est doué l'art, peut-être, les rêves bien sûr, et d'autres qui exigent une rigueur que, disons-le franchement, tout le monde n'a pas. Sophie, ma cousine, assise juste en face, m'offrit un sourire de pitié, le genre de sourire qui me disait qu'elle était parfaitement alignée avec le jugement de Marguerite, ravie de sa propre supériorité tranquille et de son mariage stable avec un notaire. Était l'attaque de trop. Non pas parce que ce était nouveau, mais parce que cette fois l'enjeu était mon entreprise, ma dignité, la sueur que j'avais versée pour me reconstruire après la mort de mes parents. Depuis 10 ans, depuis que j'avais hérité d'une somme conséquente que Marguerite Sine était empressée de gérer pour moi, elle m'avait humiliée publiquement à chaque occasion. Elle avait transformé mon désir d'entreprendre en preuve de mon incompétence chronique. Elle utilisait la douleur de ma perte comme un levier pour
écrasée. Prenons l'exemple, sans vouloir nommer personne bien sûr, d'une personne qui croit pouvoir gérer un commerce, une affaire, avec un simple élan de passion, dit Marguerite, sa voix cesse, élevant légèrement pour porter jusqu'à l'extrémité de la table. C'est une belle idée, Amélie, très romantique, mais les affaires, ma chérie, ce n'est pas romantique. Cela demande de la tête, du jugement, de la fiabilité. Chaque mot résonnait comme une gifle calculée, chaque syllabe était chargée du mépris qu'elle avait nourri pour moi depuis mon enfance, un mépris qui avait atteint son paroxysme lorsque l'héritage est tombé entre mes mains, et non les siennes. Je la regardais, et pour la première fois je ne ressentais pas la brûlure de la honte, mais une clarté froide et tranchante. Elle venait de m'offrir ma rampe de lancement. Elle venait de dire, devant tous ceux qui comptaient, que J était non seulement une mauvaise entrepreneur, mais que J était incapable de gérer la moindre somme d'argent. Il faut être lucide, Amélie, acheva-t-elle, penchant la tête avec une fausse compassion qui était sa signature. Il est temps d'admettre que vous êtes incapable de gérer la moindre somme d'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai dû prendre des mesures, à l'époque, pour sécuriser ce qui restait de votre capital. Vous auriez tout gaspillé. La vingtaine de membres de la famille présents buvaient ces paroles, certains avec gêne, d'autres avec un assentiment silencieux. Je savais ce qu'ils pensaient. Amélie la rêveuse, Amélie l'instable, Amélie qui a toujours besoin être sauvée. Tante Marguerite avait réussi à cimenter ma réputation d'irresponsable pour justifier sa propre ingérence. Mais ce jour-là, tout allait changer. Je sentis un souffle froid traverser ma poitrine, mais ce haine était pas la panique. Était la colère, oui, mais une colère contenue, canalisée par 6 mois de préparation silencieuse. Je me levai. Le bruit de ma chaise raclant violemment le parquet ciré fut le premier son à briser la tranquillité imposée par Marguerite. Était un son brutal, une dissonance que personne n'attendait de la part de l'Amélie silencieuse et résignée. Toute l'assemblée se figea. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu y couper l'air. Oncle Bernard laissa tomber sa petite fourchette à gâteau, le petit cliquetis du métal contre la porcelaine résonnant comme un coup de feu. Marguerite me regarda, surprise. Ses yeux, d'habitude perçants et dominateurs, affichaient un soupçon d'agacement, comme si j'avais osé interrompre son monologue divin. Elle ouvrit la bouche pour me réprimander, probablement pour me demander de me rasseoir immédiatement. Mais je ne lui en laissai pas le temps. Je suis désolée, tante Marguerite, dis-je, ma voix tremblant légèrement au début, la résonance du son dans mes propres oreilles étant la seule chose qui me rappelait que J était en train de faire cela pour la première fois. Je pris une profonde inspiration, et ma voix se raffermit, claire et étonnamment puissante. Mais avant d'accepter cette étiquette d'incapable que vous m'avez collée depuis 10 ans, et avant que la famille ne prenne pour argent comptant vos jugements de valeur sur ma prétendue irresponsabilité financière, je dois éclaircir un point, concernant précisément la fiabilité, et la gestion de mon héritage. Mon ton était pas celui de la supplication ou de la défense. Était celui de l'affirmation factuelle, presque clinique. Le choc se lisait sur les visages. Sophie cligna des yeux, visiblement décontenancée par mon assurance soudaine. Marguerite, elle, fronça les sourcils, passant de l'agacement à une légère inquiétude. Elle savait que lorsqu'Amélie parlait, était généralement pour s'excuser ou se taire. Une telle réplique, directe et publique, était inédite. Amélie, je ne crois pas que ce soit le moment ou le lieu pour une discussion de ce type, rétorqua Marguerite, essayant de reprendre le contrôle, sa voix se faisant plus dure. Ce sont des sujets privés, et Noël n'est pas fait pour un. Au contraire, tante Marguerite, la coupai-je, m'avançant d'un pas vers le fond de la pièce. Puisque vous avez choisi de faire de ma faillite morale un sujet de discussion publique devant la vingtaine de membres de cette famille, je crois qu'il est impératif que les faits soient établis, ici, maintenant. Il est temps de parler de l'héritage de mes parents. Je me dirigeais vers ma écran plat, un grand modèle dernier cri que Marguerite avait fait installer l'année dernière pour projeter les photos de vacances et, ironiquement, les diaporamas de ses réussites familiales. Était l'endroit parfait pour une révélation. J'avais préparé cette séquence mentalement des centaines de fois. Ma main se glissa dans la poche intérieure de ma veste, et je sentis la pression froide du petit boîtier que j'avais acheté quelques semaines plus tôt, un mini-projecteur Wi-Fi, discret et puissant. J'avais aussi la clé USB, la preuve secrète gardée si longtemps, si précieusement. Pendant que je connectais le boîtier, un silence oppressant avait envahi la salle. Était le silence qui précède la tempête, un silence lourd, où tout le monde retenait son souffle. Oncle Bernard regardait Marguerite, cherchant une instruction, une autorisation pour intervenir, mais Marguerite était pétrifiée, réalisant que je ne jouais pas le scénario qu'elle avait écrit. « Que faites-vous, Amélie ?» demanda-t-elle, un début de panique dans sa voix. Elle essaya de se lever, mais la lourdeur de la table et la surprise la retinrent. Je l'ignorais. Je connectai le petit boîtier au port HDMI du téléviseur. J'entendis un léger bip électronique, le son de la connexion réussie. Écran, qui affichait auparavant une image de flocons de neige scintillant, devint bleu, puis noir, attendant une source. Je pris la clé USB, minuscule et insignifiante en apparence,
mais qui contenait l'essence même de la vérité que j'avais travaillé si ardemment à déterrer. Vous avez mentionné l'importance de la transparence et de la fiabilité, tante Marguerite, continuai-je, ma voix maintenant ferme, chaque mot prononcé avec une intention précise. Lorsque mes parents sont décédés, vous vous êtes porté garante de la gestion de mon capital jusqu'à à mes 35 ans, sous prétexte que était trop insouciante pour m'en occuper seule. Cet argent, fruit de décennies de travail de mes parents, était destiné à m'aider à lancer ma vie et mon entreprise. Je sentis les regards de la famille se poser lourdement sur ma nuque. Je savais que beaucoup d'entre eux pensaient que je faisais une crise émotionnelle. Mais était pas émotive. Était une machine de précision, et était en train d'exécuter le plan que j'avais mis au point pendant les longues nuits où je décortiquais les relevés bancaires. J'insérais la clé USB dans le boîtier. Un répertoire s'ouvrit immédiatement sur écran géant, visible par toute la tablée. Le titre du dossier, en caractères gras et blancs sur fond noir, était simple et sans appel. Relevé bancaire compte succession, Monsieur et Madame Dubois, 2018 à 2023. Marguerite poussa un petit cri étranglé. Son visage, qui avait été d'une pâleur majestueuse, prit une teinte rouge vineux, et ses yeux écarquillèrent de terreur et de rage. Elle comprit immédiatement ce que était en train de faire. Elle comprit que le secret qu'elle avait gardé si jalousement, la raison réelle de son acharnement à me discréditer, était sur le point d'être dévoilé. « Amélie, arrêtez immédiatement cela !» siffla-t-elle, sa voix ayant perdu toute sa chaleur artificielle pour se transformer en un son strident et menaçant. « C'est une intrusion inadmissible, c'est illégal !»« Illégal, tante Marguerite ?» répondis-je, un sourire amer étirant mes lèvres. C'est un mot intéressant venant de vous. Ces relevés, je le précise, sont des copies des documents que j'ai pu obtenir de la banque après avoir insisté lourdement, sous la menace de poursuites judiciaires. Ils concernent mon héritage, l'argent que vous avez géré en tant que fiduciaire. Il est parfaitement légal que je les présente, surtout après que vous m'ayez publiquement accusé de dilapidation. Je cliquai sur le dossier. Une liste de fichiers PDF apparut. Je me concentrai sur le fichier que j'avais préparé pour le grand final, un document d'une page qui synthétisait les mouvements les plus flagrants. Je cliquai, et la pièce maîtresse, le relevé synthétique, se projeta sur l'écran, illuminant la salle à manger d'une lumière crue. La table entière se pencha en avant, tentant de déchiffrer les colonnes et les chiffres qui étalés sur écran de 60 pouces. Les chiffres, les dates, les montants, tout était là. Le haut du document affichait le solde initial de l'héritage à ma majorité, 450 000 €. En bas, le solde actuel, 12 000 €. Un gouffre financier, que Marguerite attribuait à mon incompétence. Je pointais du doigt, non pas le solde final, mais une section particulière que j'avais encadrée en rouge fluo. La liste des virements sortants importants, tous anonymisés dans la version que j'avais donnée à ma banque, mais que j'avais déchiffrée grâce aux 6 mois d'enquête menée en secret. Tante Marguerite a toujours prétendu que la majeure partie de cet argent a été dépensée pour couvrir des frais de gestion exorbitants, ou que j'avais moi-même retiré des sommes importantes que j'aurais oublié d'utiliser judicieusement. Je m'interrompis, laissant l'assemblée absorber les chiffres. Mais regardez ces lignes. Je zoomai sur la première ligne encadrée. Date, 14/3/2020. Libellé. Virement, achat immobilier. Virement vers compte personnel de tante Marguerite. Montant, 150 000 €. Un murmure parcourut la table, un son incrédule et étouffé. Oncle Bernard, qui était resté silencieux et rougeaud jusqu'inu, à présent, commença à transpirer visiblement. Sa femme, sa sainte, Marguerite, accusée publiquement de détournement de fonds. Deuxième ligne, continuai-je, implacable. Date, 5/11/2021. Libellé. Virement, rénovation, virement vers compte personnel de tante Marguerite. Montant, 425 000 €. Puis la troisième ligne, la plus récente, celle qui m'avait donné le courage de monter ce coup. Date, 22/8/2023. Libellé. Virement, voyage et divers, virement vers compte personnel de tante Marguerite. Montant, 60 000 €. Je fis un pas en arrière, laissant la lumière de écran éclairer mon visage. Étais épuisé par la tension, mais plus libéré que jamais. La preuve secrète était là, éclatante, visible par tous. Tante Marguerite, vous m'avez humilié pendant des années en public, me traitant d'instable, d'irresponsable et d'incapable de gérer la moindre somme d'argent. Vous avez utilisé cette façade morale pour cacher la vérité. Pendant 5 ans, alors que vous étiez censé protéger mon héritage, vous avez en réalité procédé à un détournement de fonds systématique. Ce n'est pas moi qui ai gaspillé cet argent, tante Marguerite. C'est vous qui l'avez volé, en secret, pour financer vos propres achats immobiliers et vos voyages. La salle est devenue silencieuse, un silence total, si puissant qu'il écrasait le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le choc était général. Les visages de mes cousins, qui m'avaient jugé en silence pendant des années, étaient maintenant figés entre la stupéfaction et l'horreur. Ils ne regardaient plus l'irresponsable Amélie. Ils regardaient tante Marguerite,
l'agresseur exposé, dont la façade publique venait de Zonce, écroulé sous le poids de mes preuves numériques. Marguerite était livide. Elle se tenait debout maintenant, ses mains agrippées au bord de la table. Elle était prise au piège sous le projecteur de la vérité. Le vent de l'injustice que j'avais subi pendant tant d'années avait tourné. C'est une falsification! Balbutia-t-elle. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle, mais sa voix était brisée, son autorité envolée. Amélie, vous inventez tout! Non, je n'invente rien, répondis-je calmement. C'est la réalité. La raison pour laquelle vous avez passé votre temps à me dénigrer devant cette famille était pas pour me sauver de moi-même, mais pour préparer un terrain où, lorsque l'argent disparaîtrait, tout le monde pointerait du doigt l'instable Amélie, plutôt que la sainte tante Marguerite, la matriarche fiable. Je fis défiler l'aile, écran vers le bas, révélant une série de communications que j'avais échangées avec elle au fil des ans, où elle refusait catégoriquement de me fournir des relevés détaillés, invoquant toujours des raisons floues de complexité administrative ou de protection de mes intérêts. Ces messages privés, projetés sur l'aile, écran, montraient clairement son intention de garder les faits cachés. Était la preuve d'une manipulation cynique et prolongée. Oncle Bernard se leva péniblement, son visage pâle. Il ne regarda pas sa femme, mais écran, comme s'il cherchait une erreur, un moyen d'annuler la vérité qui venait être projetée dans sa vie. Sophie, ma cousine, parfaite, laissa échapper un petit halètement et porta sa main à sa bouche, réalisant peut-être que son propre jugement condescendant à mon égard avait été manipulé. Je pouvais sentir la chaleur monter sur mes joues, mais ce haine était plus la honte, était le triomphe silencieux de celui qui a enfin atteint la justice. J'avais gardé cette vérité en secret, travaillant méthodiquement, sans rien dire à personne, précisément pour que l'effet soit maximal, pour que son humiliation soit aussi publique et retentissante que les miennes l'avaient été. J'ai mis 6 mois pour rassembler tous ces documents, expliquai-je à l'Assemblée, ma voix étant le seul son qui osait briser le silence. J'ai engagé des avocats. Et une procédure est déjà en cours depuis 1 mois. La police a été informée de ce détournement de fonds. La bombe était lâchée. Ce n'était pas une dispute familiale. Était une affaire criminelle. Marguerite comprit alors l'étendue de sa défaite. Elle était plus la juge. Elle était l'accusée. Elle m'avait humiliée pour la dernière fois. Ce jour-là, tout a changé. J'ai révélé la vérité, et la femme qui m'avait tant fait souffrir s'est effondrée sous les regards de ceux qu'elle prétendait dominer. Je retrouvais ma valeur, et ma voix. Je me dirigeais vers la table, ramassai mon manteau que j'avais jeté sur le dossier d'une chaise à mon arrivée. Je ne ressentais aucune haine. Seulement le vide apaisant de la vengeance accomplie. Joyeux Noël, tante Marguerite, dis-je doucement, m'adressant à elle sans la regarder. Alors que je éloignais, les derniers murmures reprirent. Mais ce était plus des chuchotements de jugement à mon égard. Était la cacophonie de la désintégration, le bruit des alliances rompues et des façades brisées. L'image des relevés bancaires, de cette preuve irréfutable de son crime, restait projetée sur écran, une encre lumineuse dans l'obscurité morale qu'elle avait créée. Je marchais vers la porte, et dans mon dos je laissais derrière moi non seulement la maison de Marguerite, mais aussi les 10 années de mépris silencieux qu'elle m'avait imposées. J'y étais libre. La justice, ce jour-là, avait le goût amer du café froid et du triomphe. J'avais finalement pris le pouvoir sur mon histoire. Le rituel annuel touchait à sa fin, et le malaise, après avoir lentement mijoté sous les conversations forcées, était sur le point de déborder. Le café et les petits fours, qui devaient signaler une conclusion douce à cette mascarade de Noël, n'apportaient qu'une odeur de sucre brûlé et de vanille lourde qui s'accrochait aux tentures de velours cramoisi. 20 pères Dieu, ceux de la famille étendue oncles, tantes, cousins éloignés, tous englués dans la tradition et la bienséance, attendaient impatiemment le moment où tante Marguerite, après avoir dégusté sa mousse au chocolat noir avec une lenteur exaspérante, prendrait la parole pour son allocution annuelle, un exercice qu'elle concevait moins comme un toast de Noël que comme une revue de l'année où elle distribuait les bons points et les piques aiguisées. Ce moment précis était le point culminant de l'hypocrisie, l'instant où toute l'assemblée se figeait, sachant que la lame, bien que maniée avec un gant de soie, était toujours prête à frapper. J'observais Marguerite essuyer délicatement le coin de sa bouche, avec une serviette en lin amidonnée, un geste théâtral qui annonçait l'ouverture de la scène. Elle portait une robe de soirée vert émeraude, dont le tissu riche contrastait cruellement avec la froideur de son regard. À côté d'elle, oncle Bernard, éternel témoin passif, ajustait ses lunettes, prêt à opiner du chef, peu importe la cruauté des mots que sa femme s'apprêtait à prononcer. Bernard, était pas méchant, mais son silence, au fil des décennies, avait été une complicité plus destructrice que n'importe quel mot prononcé. Était ce silence de la famille qui m'avait étouffé pendant si longtemps, le consentement tacite à l'idée que était et serait toujours, la brebis galeuse, la femme qui ne réussissait jamais à la hauteur des attentes qu'ils avaient eux-mêmes fixées. Marguerite posa sa serviette, le son léger résonnant étrangement dans la pièce soudainement silencieuse, et se redressa. Elle vida son verre d'eau d'un trait, et commença son discours d'une voix claire et modulée, conçue pour porter au-delà de la table massive en acajou.
Mes chers amis, ma famille, Noël est un temps de réflexion, n'est-ce pas? Un temps où nous regardons en arrière pour évaluer nos réussites, et peut-être, nos faiblesses. Elle fit une pause dramatique, balayant la table du regard. Je savais que ce regard finirait par se poser sur moi, comme un projecteur impitoyable. J'avais les mains moites sous la table, serrant inconsciemment la petite clé USB cachée dans la poche intérieure de ma veste, cette preuve secrète qui était devenue mon unique encre pendant ces 6 mois de préparation intensive. Elle continua sur le thème de la responsabilité et de la prudence financière. Des mots qu'elle prononçait avec une emphase sonore, comme si elle était la gardienne exclusive de ses vertus. Elle loua la gestion exemplaire de son propre foyer, faisant allusion au bon sens et à la nécessité de faire confiance aux aînés, ceux qui avaient prouvé leur sagesse par leur longévité et leur réussite sociale. Mon cœur battait la chamade, mais une froideur curieuse était installée dans ma poitrine. J'avais anticipé cela. J'avais répété mentalement ce scénario des centaines de fois, sachant que l'humiliation était la porte d'entrée nécessaire à la libération. Il est temps de parler de la maturité financière, de cette capacité à honorer le travail de ceux qui nous ont précédés. Oui, déclara Marguerite, et je sentis le poids de la phrase s'abattre sur moi. Elle utilisait toujours la mémoire de mes parents pour me culpabiliser, insinuant que je dilapidais leur héritage. L'argent qu'ils avaient mis de côté toute leur vie, pour que je puisse démarrer mon entreprise. Mon entreprise, que j'avais lancée avec succès, mais dont elle se plaisait à minimiser la portée, la réduisant à un passe-temps coûteux devant la famille. La cousine Sophie, assise juste en face, hocha la tête avec une moue de fausse compassion. Sophie, qui avait toujours été le modèle de la réussite stable mariée à un notaire, 2 enfants sans histoire, aucun risque professionnel était le miroir que Marguerite brandissait pour souligner mes soi-disant échecs. Et puis, le coup de grâce. Marguerite tourna tout son corps vers moi, m'isolant du reste de la table par la seule puissance de son regard accusateur. Ses yeux, habituellement pétillants d'une malice contenue, étaient maintenant durs, presque cruels. Nous savons tous que les jeunes ont du mal. Amélie, ma chérie, tu as tant de cœur, tant d'enthousiasme. Mais le monde des affaires, il est impitoyable, et malheureusement certains d'entre nous ne sont simplement pas faits pour cela. Elle marqua une pause, laissant la phrase planer, lourde de jugement. L'air devint si dense qu'il était difficile de respirer. J'entendais le bourdonnement lointain de la conversation de l'oncle Bernard avec un cousin, une tentative maladroite de noyer le poisson, mais tout le monde écoutait. Je sentais les yeux de Sophie brûler sur moi, un mélange de pitié condescendante et de satisfaction secrète. J'avais l'impression d'être une enfant réprimandée devant la cour de récréation, le même sentiment d'impuissance humiliante que j'avais ressenti à chaque dîner, à chaque fête de famille depuis la mort de mes parents il y a 10 ans, quand Marguerite avait pris les rênes, soi-disant pour m'aider à gérer l'héritage. Il faut être réaliste, Amélie, reprit Marguerite, sa voix s'adoucissant dans un ton de fausse sollicitude qui me donnait envie de vomir. Nous en avons déjà discuté. L'argent de tes parents, était une somme considérable. Une somme que tu as, disons-le franchement, mal gérée. Nous, tes aînés, nous nous sommes inquiétés. Il est temps d'admettre que tu es incapable de gérer la moindre somme d'argent. Ce n'est pas une honte, c'est une question de compétence. Peut-être devrais-tu envisager de me laisser, ou à Bernard, gérer tes finances restantes, pour ta propre sécurité. Cette phrase, prononcée devant 20 personnes, me frappa comme un poing en plein ventre. Incapable de gérer la moindre somme d'argent. Elle touchait non seulement à mon entreprise florissante, que j'avais construite malgré ses manipulations, mais elle s'attaquait à la mémoire de mes parents et à ma dignité même. Était la décennie de mépris condensée en une seule phrase. L'attaque frontale et publique qui justifiait tout ce que j'avais préparé en secret. La douleur, familière et lancinante, fut balayée par une vague de colère froide, limpide et terriblement juste. Ce était plus de la tristesse, était de la détermination pure. Elle avait franchi la ligne. Je ne me reconnus pas dans l'Amélie qui se leva brusquement. La chaise racla sur le parquet ciré de la salle à manger, un bruit strident et inattendu qui brisa le silence oppressant. Tous les regards se tournèrent vers moi, interloqués. Marguerite s'interrompit net, sa bouche se refermant sur le mot suivant, l'expression de sa surprise se mêlant à une indignation déjà naissante. Comment osais-je interrompre sa performance? Oncle Bernard cligna des yeux, visiblement mal à l'aise, essayant de me signaler de me rasseoir par un mouvement subtil de la main. Je me tenais droite. Plus droite que je ne l'avais jamais été dans cette maison. Je sentais la chaleur monter à mes joues, mais ma voix, lorsque je la trouvais, était étonnamment stable, même si elle tremblait légèrement au début, comme une corde qui se tend. « Je suis désolée, tante Marguerite, commençai-je, m'adressant à elle sans la moindre trace de l'affection forcée que j'utilisais habituellement. Mais avant d'accepter cette étiquette d'incapable que vous m'avez collée depuis 10 ans, et devant toute la famille, je dois éclaircir un point concernant la fiabilité et la gestion de mon héritage, et le mot « héritage » prononcé avec cette emphase fit l'effet d'un électrochoc. La tension, déjà palpable, devint insoutenable. Marguerite fronça les sourcils, passant de la surprise à la colère. Elle détestait être contredite, surtout en public.
Amélie, s'il te plaît ne fais pas de scène. Nous sommes à Noël. Assieds-toi. Sa voix se fit plus autoritaire, essayant de me ramener à l'ordre par la seule force de l'habitude. Non, je ne vais pas m'asseoir, tante Marguerite. Pas avant que la vérité ne soit dite, répondis-je. Ma voix gagnant en assurance. Je fis un pas vers le buffet où trônait l'immense écran plat que Bernard avait installé pour diffuser les diaporamas de vacances. Une tradition familiale que je m'apprêtais à détourner de manière spectaculaire. Derrière ce buffet, caché des regards indiscrets mais facilement accessibles, j'avais préparé la connexion 6 mois plus tôt, lors d'une visite innocente pour l'anniversaire de Bernard. Je m'approchai de l'écran. Les câbles étaient déjà en place. Je glissai ma main dans ma veste, et en sortis le petit boîtier noir, un pico-projecteur de poche, que j'avais acheté spécialement pour sa discrétion et sa puissance. Je le connectai rapidement à l'entrée HDMI. Le boîtier s'alluma avec un léger clic presque inaudible, mais qui résonnait dans l'oreille de tous les témoins. Ensuite, avec une précision mécanique, je sortis la clé USB, une petite clé en métal brossée, anonyme, mais qui contenait la bombe. Marguerite me regardait faire, son visage se tordant d'incrédulité et de fureur. Elle comprenait, intuitivement, que je n'allais pas simplement me défendre verbalement. Je me souvins alors, avec une clarté glaciale, des mois passés à enquêter, à décortiquer les relevés bancaires que je n'avais jamais vus, mais que j'avais pu récupérer grâce à des procédures légales complexes, et à l'aide d'un ami expert comptable, tout cela en secret, pour ne pas alerter Marguerite de mes soupçons. Elle avait géré l'héritage, soi-disant pour le faire fructifier, mais j'avais toujours eu ce pressentiment persistant, que les comptes qu'elle me présentait étaient tronqués. « Que fais-tu, Amélie ? C'est ridicule !» s'exclama Marguerite essayant de dominer la pièce. Elle jeta un regard à Bernard, cherchant de l'aide, mais Bernard se contentait de fixer ses mains. Il sentait le désastre arriver, et son réflexe habituel était l'aile, évitement. « Je m'apprête à vous montrer la preuve de mon incapacité, tante Marguerite, dis-je, mes mots empreints d'une ironie amère. Je me tournai vers la table, m'assurant que tout le monde, de Sophie à l'oncle le plus éloigné, ait les yeux rivés sur moi. Vous avez passé 10 ans à me rabaisser, à me traiter d'irresponsable, et aujourd'hui vous me demandez publiquement de renoncer à mon entreprise et à mes finances au profit de votre aveugle fiabilité. Je fis glisser la clé USB dans le boîtier. Écran de télévision, qui affichait il y a quelques minutes encore des photos d'enfants souriant sur la plage, passa au bleu puis s'illumina avec le bureau d'un ordinateur. La pièce se tut complètement. On n'entendait plus que le grésillement léger du projecteur. La seule chose qui bougeait était la flamme de la bougie centrale, vacillante sous la pression de l'air. Le silence était devenu absolu. Un silence lourd, électrique, qui promettait un dénouement. Je pris la télécommande, mes doigts ne tremblant plus du tout. J'avais attendu ce moment trop longtemps. Cette vérité, gardée en secret pendant 6 mois, était ma revanche, ma réhabilitation, et mon arme. Je naviguais vers le dossier que j'avais nommé sobrement. 2013 à 2023. Vraie gestion de l'héritage. Le nom du dossier même était une provocation froide, une promesse de destruction. Marguerite se leva à son tour, son visage rouge de colère. Elle tenta une dernière manœuvre de diversion, une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la scène. « Amélie, arrête immédiatement cette mascarade. Je t'ordonne de te rasseoir. Tu es en train de t'humilier toi-même encore une fois. » Elle pointa le doigt vers moi, mais son geste, habituellement si intimidant, ne me toucha plus. Son pouvoir était en train de s'effriter à chaque seconde de mon silence déterminé. Je l'ignorais. Je cliquai sur le premier fichier. Sur Style, écran, d'une clarté parfaite, apparut le premier relevé bancaire, daté d'il y a 7 ans, d'un compte dont je n'avais jamais eu connaissance. En haut, le logo d'une banque privée suisse. En bas, dans un encadré rouge que j'avais ajouté pour plus de clarté, le nom du titulaire. Non pas Amélie, mais Marguerite et Bernard. Vous avez parlé de fiabilité, tante Marguerite. De mon incapacité à gérer l'argent. Mais permettez-moi de vous montrer, à vous et à toute la famille, non pas ma gestion mais la vôtre. Ma voix était désormais basse et perçante, chaque mot atteignant sa cible. Voici les relevés de comptes que j'ai mis 6 mois à déterrer. Les comptes où vous avez transféré il y a 10 ans plus de 80% de l'héritage que mes parents m'avaient laissé, sous prétexte d'une gestion centralisée, qui, était en réalité qu'un détournement pur et simple. Un murmure éleva de la table, rapidement étouffé par le choc général. Oncle Bernard porta la main à sa cravate, son visage devenant livide. Sophie écarquilla les yeux. Son sourire condescendant étant effondré pour laisser place à une horreur incrédule. La révélation, brutale et visuelle, était plus forte que n'importe quel cri. Marguerite fit un pas vers moi, ses mains tremblantes. C'est un mensonge. Des faux. Tu es pathétique, Amélie. Tu inventes des histoires pour justifier tes échecs. Elle tenta de me bousculer pour atteindre la télécommande, mais j'y étais plus rapide. Je la repoussai doucement, mais fermement, sans rompre le contact visuel avec l'écran. Je cliquai sur le diaporama. La première image montrait le montant initial de l'héritage. La deuxième image, superposée à la première, montrait les transferts vers le compte suisse.
des sommes colossales qui avaient disparu en l'espace de quelques semaines après le décès de mes parents. Le troisième relevé, le plus dévastateur, montrait les décaissements réguliers de ce compte, des montants qui n'allaient pas dans des investissements, mais qui correspondaient étrangement à l'achat récent de la résidence secondaire de Marguerite sur la Côte d'Azur, et au financement de la rénovation de cette même salle à manger où nous nous trouvions. Vous avez dit que j'avais gaspillé l'argent de mes parents, tante Marguerite? Non, c'est vous qui l'avez dépensé pour vos propres luxes, déclarai-je, pointant l'île, écran du doigt. Ces relevés bancaires, authentifiés par mon avocat, prouvent que vous avez détourné près de 350 000 € qui même, étaient destinés. C'est la raison pour laquelle vous avez passé 10 ans à me rabaisser. Pour que personne ne soupçonne jamais que la femme, incapable, que j'y étais n'oserait jamais chercher la vérité derrière votre façade de matrone bienveillante. Le silence qui s'ensuivit, était plus le silence de l'attente, mais le silence du cataclysme. Les bouches étaient ouvertes, les visages figés dans une stupeur collective. Les 20 personnes réunies autour de cette table, qui avaient été témoins de mes humiliations silencieuses pendant tant d'années, étaient maintenant témoins de l'effondrement public de tante Marguerite. Le vernis social, soigneusement entretenu par des décennies de rituels familiaux, se fissurait bruyamment. Marguerite, qui avait toujours été la définition même de la dignité et de l'autorité inébranlable, perdit toute contenance. Son teint devint cireux, et ses mains, autrefois si sûres d'elle, agrippèrent le bord de la table. Elle regarda autour d'elle, cherchant un regard de soutien, mais ne rencontra que des yeux de jugement, d'incrédulité, et, dans certains cas, de dégoût. Son mari, Bernard, se laissa tomber lourdement sur sa chaise, un homme soudainement vieilli de 20 ans, le visage trahissant sa culpabilité silencieuse. Sophie, la cousine, parfaite, me regarda, non plus avec pitié, mais avec une terreur palpable. Si Amélie, la supposée ratée, avait pu déterrer un tel secret, qui savait ce que d'autres vérités se cachaient sous le tapis familial? Le choc était général. La révélation, préparée et gardée en secret pendant si longtemps, explosait au moment le plus critique, le soir de Noël, devant la cour familiale au complet. Ce jour-là, tout allait changer. Je me tins là, Amélie, la femme de 40 ans qui venait de mettre à terre le mur de mensonges érigé par sa tante. Je ne ressentais plus la peur, seulement un calme immense et la satisfaction d'une justice enfin rendue. La sensation était cathartique, une libération après 10 années passées sous le joug du mépris. Je regardais Marguerite, dont la façade publique venait de se fissurer en 1000 morceaux, exposant la fraude et la cruauté qui se cachaient derrière son sourire forcé et ses leçons de morale. Je n'avais plus rien à prouver à personne dans cette pièce. J'avais révélé la vérité, et le silence de la salle était ma reconnaissance. L'agresseur était exposé, démoli par la preuve secrète que j'avais gardée si précieusement. Ma voix, autrefois étouffée par la honte et l'humiliation, résonnait maintenant avec la force implacable de la vérité. Était la fin du rituel, mais pas le genre de fin douce apportée par le café et les petits fours. Était une fin tranchante, définitive, celle qui ouvre la porte à une nouvelle vie, où Amélie Nin était plus l'incapable, mais la femme qui avait eu le courage de se battre pour sa dignité, seule, et en secret, pour s'assurer que sa victoire soit totale et publique. Le rituel annuel touchait à sa fin, et le malaise, après avoir lentement mijoté sous les conversations forcées, était sur le point de déborder. Le café et les petits fours, qui devaient signaler une conclusion douce à cette mascarade de Noël, n'apportaient qu'une odeur de sucre brûlé et de vanille lourde, qui s'accrochait aux tentures de velours cramoisi. 20 pères Dieu, ceux de la famille étendue oncles, tantes, cousins éloignés, tous englués dans la tradition et la bienséance, attendaient une résolution, une acceptation tacite d'Amélie, face à la nouvelle salve d'humiliation qu'elle venait d'encaisser de la part de tante Marguerite. Mais Amélie, au lieu de s'affaisser, se tenait droite, les mains posées à plat sur la table, le bois froid sous ses paumes, offrant un point d'ancrage dans la tempête émotionnelle qui menaçait de l'emporter. Elle avait attendu ce moment, non pas des jours, ni des mois, mais des années, patiemment, sous le poids constant du mépris. Tante Marguerite, assise à la tête de la table, rayonnait de sa propre importance, le sourire satisfait d'une reine qui vient écraser une mouche. Vois-tu, Amélie, tu as toujours été rêveuse, l'esprit ailleurs. C'est pour ton bien que je dis ces choses. Si tu ne peux même pas maintenir des comptes équilibrés pour ton petite boutique de rien, comment veux-tu qu'on te fasse confiance pour le reste? Sa voix, habituellement un velours rugueux, prenait cette tonalité de jugement définitif que la famille acceptait sans mot dire, comme une loi de la nature. Oncle Bernard, à ses côtés, hochait la tête mollement, le regard vide, déjà occupé à finir sa part de bûche à la pistache, ce qui rendait la trahison d'autant plus cuisante. Amélie inspira profondément. L'air dans la salle à manger semblait épaissir, devenant difficile à respirer. Elle savait que si elle se contentait de murmurer une réplique faible, elle serait oubliée avant même la tombée du jour, et la vie reprendrait son cours, avec Marguerite en sainte patronne des affaires familiales, et elle, Amélie, en éternel enfant irresponsable. Non. Cette fois, le scénario devait changer. Ce était plus le temps des larmes silencieuses sous l'oreiller, ni de l'acceptation résignée. Elle avait préparé son coup en secret, avec la froide méticulosité d'une chirurgienne. Tu as raison, tante Marguerite, commença Amélie, sa voix étonnamment claire portant dans le silence attentif. La gestion des comptes est essentielle, et la confiance, encore plus.
Elle fit un pas en arrière, attrapant son sac à main posé sur une chaise derrière elle, un geste qui rompit totalement avec l'atmosphère de retenue du dîner. Vimperdieu la suivait, intrigué, puis carrément alarmé. Elle en tira un petit ordinateur portable ultra fin et un picoprojecteur, l'air de rien, comme si elle allait montrer des photos de vacances. Marguerite haussa un sourcil, le dédain peint sur son visage. « Que fais-tu, Amélie ? Ne commence pas tes numéros. Nous sommes à table, pas au bureau. » Elle tentait de reprendre le contrôle de la situation, en insistant sur les règles de bienséance qu'elle brandissait toujours comme un bouclier. La cousine Sophie, toujours prompte à se ranger du côté du pouvoir, pouffa légèrement, couvrant sa bouche d'une main manucurée. « Vraiment, Amélie, c'est Noël. » Le murmure de Sophie était juste assez fort pour que tout le monde l'entende, renforçant l'idée qu'Amélie était en train de faire une scène ridicule. Amélie ignora Sophie, ignorant la légère nausée que provoquait cette décennie d'humiliation accumulée. Elle se concentra sur sa tâche, branchant le petit projecteur sur la prise la plus proche, puis pointant l'objectif vers le mur blanc immaculé derrière Marguerite, juste à côté d'un portrait à l'huile de l'arrière-grand-mère, figure tutélaire et juge silencieuse. Un rectangle de lumière blafarde apparut, puis écran de démarrage de l'ordinateur. Le bruit du petit ventilateur du projecteur, faible mais constant, devint le seul son audible dans la salle. « Ne vous inquiétez pas, tante, je ne vais pas vous ennuyer avec mes bilans. Je vais vous montrer des comptes qui nous concernent tous beaucoup plus, » dit Amélie, son ton devenant dur comme de l'acier. Elle sentait l'adrénaline monter. Cette sensation à la fois terrifiante et exaltante, de franchir le point de non-retour. Elle navigua rapidement sur l'ordinateur, le curseur flottant au-dessus d'un dossier intitulé « Dossier M confidentiel ». Elle sentit le regard de Marguerite devenir plus intense, son sourire s'effaçant peu à peu, remplacé par une lueur de confusion, puis de peur. Un clic. L'image changea brutalement. Ce N n'était pas des photos de vacances, ni même le logo de sa petite entreprise. Ce qui apparut sur le mur, projeté en lettres noires et rouges contrastées, était une série de relevés bancaires détaillés. Des relevés du compte fiduciaire créé par ses parents pour elle, celui qui devait contenir son héritage, géré bien entendu par la seule personne jugée digne de cette responsabilité. Tante Marguerite. Amélie prit un pointeur laser, rouge vif, qu'elle avait glissé dans sa poche et le pointa vers la première colonne. « Voici le solde initial de mon héritage il y a 10 ans lorsque mes parents sont décédés, » expliqua-t-elle, sa voix conservant une neutralité glaçante, contrastant avec l'intensité des chiffres projetés. La famille, jusque-là juste curieuse, commençait à se crisper. Les cousins chuchotaient, les oncles se penchaient en avant. Ils ne comprenaient pas encore l'ampleur de la catastrophe, mais ils sentaient l'odeur du soufre. Amélie fit défiler le document, page après page, montrant évolution du solde, qui, au lieu de croître ou de rester stable, diminuait régulièrement. Elle s'arrêta sur une page spécifique, encadrant un tableau d'opération. Et voici les transactions clés. Notez les dates. Elle zooma sur la ligne. La lumière rouge du laser dansait sur écran, soulignant des transferts de montants importants. 5 000 € par-ci, 8 000 € par-là, toujours sous la mention sibylline de Pacti, frais de gestion. OK, réinvestissement. Regardez l'entité bénéficiaire de ces réinvestis frais de gestion, continua Amélie, sa voix tremblant très légèrement, non pas de peur, mais de la rage accumulée qui demandait enfin à s'exprimer. Elle pointa du doigt, à l'aide d'un laser, le nom de compte apparaissant en petit sur la droite. La police était petite, mais le projecteur était suffisamment puissant pour que chacun dans la grande salle de réception puisse lire. Compte personnel J.T. Monsieur et B. Dubois. Les initiales J.T. Monsieur et B. Dubois renvoyait sans équivoque à tante Marguerite et à l'oncle Bernard. La vérité, crue et brutale, venait être jetée sur le mur, juste à côté du portrait de l'arrière-grand-mère. Un silence absolu s'abattit sur la salle. Un silence lourd, oppressant, brisé seulement par le sifflement aigu du chauffage central qui se mettait en marche, et le bourdonnement du petit projecteur. Tante Marguerite, qui avait gardé son assurance à l'apparition de son propre nom, pâlit de manière spectaculaire, la couleur S, évanouissant de ses joues, comme si le sang refusait soudainement d'y circuler. Son expression, figée dans la surprise et l'horreur, montrait la fissure que tout le monde attendait. Amélie, maintenant totalement maîtresse de la scène, fit défiler les transactions, montrant la régularité et l'ampleur du détournement de fonds. Elle avait surligné, en amont et en secret, les montants importants transférés régulièrement vers le compte personnel de ses bourreaux. 15 000 € en 2015, l'année où vous m'avez dit devant toute la famille que mon projet de boutique était une lubie d'enfant gâté. 22 000 € en 2018, l'année où vous avez insisté pour dire que j'étais incapable de gérer le budget d'un foyer. Scanda Amélie, reliant chaque transfert majeur à une humiliation publique précise. Chaque fois que vous m'avez traité d'irresponsable, d'incapable ou de rêveuse sans avenir, continua-t-elle sa voix élevant, vous étiez en train de vider mon héritage pour financer votre train de vie. Pendant que vous m'appeliez incompétente et irresponsable, tante Marguerite, vous gériez mon héritage en le vidant. Voici les preuves de votre détournement de fonds. Elle laissa les mots planer dans l'air,
lourd de 10 années de mépris silencieux et de douleur invisible. La salle était devenue un tombeau. Personne n'osait bouger. Les cousins baissaient les yeux, mal à l'aise d'être les témoins forcés de cet effondrement familial total. L'oncle Bernard, le mari de Marguerite, lui-même complice par bénéfice direct de ces transferts, avait baissé la tête et fixé ses chaussures, comme si elles contenaient la réponse à toutes les questions du monde. Sa posture, habituellement droite et fière, était courbée par la honte soudaine et absolue. Marguerite, la grande matriarche dont la façade de probité et d'autorité était son armure, était démasquée. Sa bouche s'ouvrit, se referma, cherchant désespérément un mot, une excuse, un mensonge, pour colmater la brèche, mais aucun son ne sortait. La panique était visible dans ses yeux injectés de sang. Elle tenta de balbutier quelque chose, une tentative désespérée de crier à l'erreur ou à la manipulation. Mais Amélie ne lui laissa pas l'espace pour respirer. « Vous voyez, dit Amélie se rapprochant de la table, son regard planté dans celui de sa tante, un regard qui, était plus celui de la victime, mais celui de la juge. Vous n'avez cessé de me rabaisser, de détruire ma confiance, de me faire croire que était cette fille irresponsable, pour que personne ne remette en question votre gestion. Vous m'avez humilié publiquement pour masquer votre propre criminalité, votre avarice. » Le visage de tante Marguerite s'effondrait visiblement. Les rides se creusaient. L'air de suffisance disparaissait, laissant place à une expression de défaite amère. La façade qu'elle avait méticuleusement construite pendant des décennies se fissura et tomba en morceaux devant ses enfants et petits-enfants, devant toute la famille qu'elle avait toujours cherché à dominer par l'autorité morale. Elle était exposée, dépouillée de son pouvoir. La cousine Sophie, d'abord choquée, essayait de comprendre. Elle regarda Marguerite, puis Bernard, puis l'écran. La trahison était si immense, si contraire à l'image pieuse qu'elle avait de sa tante, qu'elle semblait incapable de la traiter. Ses yeux écarquillèrent d'incrédulité et de dégoût. Sophie, qui avait toujours servi de caisse de résonance au jugement de Marguerite, réalisait en cet instant qu'elle avait été complice d'une fraude morale et financière. « J'ai pris mes précautions, tante Marguerite, » annonça Amélie, la voix maintenant plus douce, remplie d'une satisfaction froide. « Ces documents sont des copies certifiées. La plainte a été déposée ce matin. La police sera à votre porte très bientôt. » Ce fut la phrase de trop. Le coup de grâce. L'oncle Bernard se leva brusquement, faisant tomber sa chaise avec un bruit sourd sur le parquet ciré, le seul autre bruit qui parvint à percer le silence de la pièce. Il ne regarda ni sa femme, ni Amélie, mais quitta la pièce en titubant, incapable de faire face à l'opprobre. Sa fuite confirmait l'authenticité des accusations, offrant une preuve supplémentaire à ceux qui auraient encore pu douter. Marguerite tenta une dernière fois de se défendre, une ultime tentative de manipulation. « Amélie, chérie, ce n'est qu'un malentendu, des erreurs comptables. » Sa voix était faible, brisée. Mais le mot chérie sonnait faux, désespéré. Amélie la coupa, sans aucune pitié. Elle avait enduré trop d'années de poison. L'irresponsable n'est pas celle que vous pensez. J'ai révélé la vérité. Elle s'approcha du projecteur, le débrancha d'un geste sec. La lumière éteignit, plongeant la scène dans une obscurité relative. Mais la vérité restait gravée dans l'esprit de chacun. Les chiffres, les noms, l'ampleur de la trahison. Elle rangea méticuleusement son ordinateur et son projecteur dans son sac, comme si elle venait de terminer une réunion d'affaires routinière. Elle se sentait étonnamment légère, comme si elle venait de se débarrasser d'un poids de 100 kilos qu'elle portait sur ses épaules depuis l'adolescence. La libération était physique, palpable, une vague de chaleur et de force qui submergeait la douleur ancienne. Était la fin de la douleur invisible. Elle jeta un dernier regard à Marguerite, qui était assise seule, les mains tremblantes, les yeux fixés sur le mur blanc, où l'image de sa chute venait donc être projetée. Marguerite était vaincue, brisée, exposée. La justice, pour Amélie était pas seulement le dépôt de plainte, mais cet instant précis où le pouvoir de sa tante était éteint devant sa propre famille. « Je vous souhaite un joyeux Noël, tante Marguerite, » murmura Amélie, une expression de calme autorité sur son visage. Elle ne chercha pas la validation de la famille, ni leurs excuses. Elle n'en avait plus besoin. Elle prit son manteau, le glissant sur ses épaules, le tissu lourd et réconfortant. Elle se dirigea vers la porte, ignorant les regards muets des cousins et des oncles qui la regardaient avec une nouvelle admiration mêlée de terreur. En franchissant le seuil de la salle à manger, elle laissa derrière elle non seulement le dîner de Noël, mais des années de mépris, de doute et de silence forcé. Ce jour-là, tout a changé. Amélie avait non seulement récupéré sa valeur, mais elle avait aussi obtenu la justice immédiate devant ceux qui l'avaient fait taire, se sentant enfin reconnue pour sa force et sa résilience. Elle est partie, le cœur battant, enfin libre. La rue était noire, la neige commençait à tomber, mais pour la première fois depuis longtemps, Amélie ne se sentait plus seule. Elle avait parlé. La vérité avait explosé. Sa voix, qu'on avait étouffée pendant si longtemps, résonnait encore dans la salle à manger silencieuse derrière elle.
Elle marchait vers un avenir où elle serait enfin la seule maîtresse de son destin et de sa réputation, un chemin que Marguerite ne pourrait plus jamais entraver. Elle était partie, laissant le chaos qu'elle avait créé nettoyer les mensonges et les années d'injustice. Amélie marcha vite dans le froid, l'air vif de décembre purifiant ses poumons, contrastant avec l'atmosphère étouffante de la maison familiale où les secrets pourrissaient. Chaque pas était une affirmation de sa liberté retrouvée, une distance accrue entre elle et l'ombre toxique de sa tante. Elle se remémora le bruit sourd de la chaise d'oncle Bernard tombant au sol, le son le plus satisfaisant qu'elle ait entendu depuis des années, preuve sonore que l'N, édifice de mensonges, venait de s'écrouler. Ce N n'était pas seulement son argent qu'elle avait récupéré, était sa dignité. Elle avait brisé le cycle de l'humiliation publique et du mépris silencieux. Elle pensa au regard vide de Sophie, la cousine, parfaite, qui avait toujours jugé Amélie avec la même condescendance que Marguerite. Ce regard, rempli de choc et de réalisations tardives, était une victoire en soi. Sophie et les autres membres de la famille devaient maintenant reconsidérer 10 ans de conversation, 10 ans de commérage basés sur les mensonges et les projections de leur tante. Le venin de Marguerite était exposé, et toute la famille était infectée par la réalité de sa cruauté calculée. Amélie réalisa que la véritable force, celle qu'elle avait exercée ce soir-là, ne résidait pas dans la colère bruyante, mais dans la froide, la méthodique préparation qu'elle avait menée en secret. Elle avait passé des mois à recouper les relevés, à comprendre les mécanismes juridiques du compte fiduciaire, à consulter des avocats, tout en souriant et en encaissant les piques de Marguerite lors des rares réunions de famille. Cette patience, cette résilience invisible, était sa plus grande victoire. Elle se souvint des paroles acerbes de Marguerite, il y a quelques minutes à peine. « Tu es incapable de gérer ta propre boutique, Amélie ?» L'ironie était si amère qu'elle faillit rire. Non seulement elle gérait son entreprise, qui prospérait doucement, mais elle avait en plus réussi à démanteler la fraude complexe et prolongée, orchestrée par la figure qu'on lui présentait, comme le parangon de la gestion financière. Elle avait prouvé sa compétence de la manière la plus éclatante possible, en exposant l'incompétence morale de son agresseur. Le mot humilié résonnait dans son esprit, mais il était désormais dénué de sa charge douloureuse. Marguerite l'avait humilié publiquement pour masquer sa faute, et Amélie avait répondu par la vérité projetée sur un écran, transformant l'humiliation en un acte de justice. Elle avait échangé sa place, celle de victime silencieuse contre celle de justicière déterminée. Elle s'arrêta au coin de la rue, regardant les lumières de la ville s'étendre devant elle. Il n'y aurait plus de doute, plus de murmures condescendants dans son dos, plus de Noël gâché par la peur du jugement. La peur, était envolée avec la révélation. Elle avait révélé la vérité, et le fardeau avait disparu. Était la fin d'une ère. Ce N était pas seulement un acte de vengeance, était un acte de survie. Sans cet argent, son entreprise aurait été en danger. Sans cette libération psychologique, son âme se serait lentement éteinte sous le poids de l'oppression familiale. Elle avait agi non par malveillance, mais par nécessité absolue de se protéger et de restaurer son droit à l'existence. Elle pensa à la suite. La bataille judiciaire serait longue, mais elle avait les preuves, irréfutables. Elle avait surtout la force, une force qu'elle avait découverte ce soir-là, en se tenant debout devant l'assemblée muette. Le silence total de la salle de Noël, ce moment où le temps était arrêté et où la réalité était réajustée, était le point culminant de 10 ans de lutte invisible. Amélie ouvrit son téléphone, envoyant un message rapide à son avocat. « C'est fait. Le choc a été général. Poursuivez les démarches. » Elle n'avait pas besoin de donner plus de détails. L'avocat savait que le moment psychologique était le plus important. Elle se sentait reconnue, non pas par les applaudissements de la foule, mais par le regard terrifié et vaincu de Marguerite. Était la reconnaissance la plus pure, l'aveu implicite de la culpabilité par le choc de la surprise. Marguerite n'avait jamais cru qu'Amélie serait capable d'une telle organisation, d'une telle froideur stratégique. Elle l'avait sous-estimée, et cette erreur allait lui coûter très cher. Le vent soufflait un air glacial, mais Amélie se sentait réchauffée par l'intérieur. Elle avait repris les rênes de son histoire. Elle était plus âme oubliée, la victime éternelle. Elle était la femme qui se relaie, était levée à la table de Noël et qui avait projeté la vérité. Elle était l'entrepreneur qui avait démasqué une criminelle. Elle était libre. Elle sourit, un sourire qui n'était pas forcé ou poli, mais un sourire de triomphe intérieur, de catharsis enfin atteinte. Elle avait supporté l'injustice, rassemblé les preuves en secret, et orchestré une révélation publique qui changerait non seulement sa vie, mais aussi la dynamique de toute la famille pour les générations à venir. Ce Noël, Amélie n'avait pas reçu de cadeau, elle avait distribué la justice. Elle imaginait encore la scène derrière elle. Marguerite seule, démunie, le bruit des chaises qui se raclent, les chuchotements gênés des cousins qui réalisaient que leur figure d'autorité était une fraude. La libération était complète. Ce jour-là, tout a changé. Elle se sentait prête à affronter n'importe quoi. Car le pire, l'humiliation constante et le mépris silencieux, étaient terminés. Elle était Amélie. Et elle était enfin reconnue pour ce qu'elle était. Forte, résiliente,
et capable de se défendre contre n'importe quelle adversité. Elle continua sa marche, le bruit de ses bottes sur le trottoir enneigé étant le seul son qui comptait désormais. Elle était seule, mais puissante. Elle revoyait le détail des relevés bancaires, les flèches rouges qu'elle avait ajoutées aux documents, les montants qui s'empilaient. Chaque chiffre volé représentait un mensonge de Marguerite, une insulte, une tentative de la maintenir dans une position d'infériorité. Le fait de pouvoir les exposer, un par un, sous les yeux de ceux qui l'avaient jugée, était une guérison en soi. Elle était fait justice elle-même, utilisant l'arme la plus puissante. La vérité factuelle, froide et irréfutable. Le poids de son sac, contenant l'ordinateur qui avait servi d'instrument à sa vengeance, lui semblait léger. Était le poids de la preuve, de la préparation méticuleuse. Elle n'avait rien laissé au hasard. Elle n'avait pas cédé à l'impulsion de la colère, elle avait planifié sa contre-attaque avec une patience qui avait échappé à Marguerite, trop occupée à la rabaisser, pour remarquer qu'Amélie était devenue une adversaire redoutable. C'est cela qu'elle avait appris en secret pendant ces 10 années. La valeur de la discrétion et de la préparation. L'image de Sophie, figée avec sa tasse de café à la main, était particulièrement satisfaisante. Sophie, la cousine qui avait toujours fait la morale à Amélie sur sa vie désordonnée, et ses choix hasardeux, était maintenant forcée de voir que le chaos et la malhonnêteté résidaient au cœur de l'autorité qu'elle respectait tant. La petite bulle de moralité prétendue de la famille venait éclater. Amélie se souvenait des moments où Marguerite l'avait le plus humiliée. La fois où elle avait critiqué sa tenue lors du mariage de leur cousin, la fois où elle avait insinué qu'Amélie était trop instable pour avoir des enfants. Tous ces moments, ces coups psychologiques, prenaient maintenant un nouveau sens. Ils n'étaient pas le reflet d'un défaut chez Amélie, mais une diversion orchestrée par Marguerite pour détourner l'attention de ses propres méfaits. En marchant vers la gare, Amélie réalisa que la véritable libération était pas seulement d'avoir récupéré son héritage potentiel, mais d'avoir démantelé la narration familiale qui l'avait emprisonnée. Elle n'était plus la pauvre Amélie, ou l'irresponsable. Elle était la femme qui avait eu le courage d'affronter l'injustice, d'exposer la fraude, et de parler lorsque tout le monde s'attendait à son silence. Le silence qu'elle avait laissé derrière elle n'était pas un silence de paix, mais un silence de dévastation. Un silence de vérité. Était un silence qui résonnerait pendant des semaines, des mois, peut-être des années, brisant les liens de respect et de confiance que Marguerite avait abusés. Était le son de la justice immédiate et publique, exactement ce dont elle avait besoin pour clore ce chapitre douloureux de sa vie. Elle était libre. Elle atteignit le quai. Le train pour Paris arrivait, ses phares perçant l'obscurité. Amélie monta à bord, trouvant un siège près de la fenêtre. Alors que le train 6 éloignait de la petite ville bourgeoise, elle regarda son reflet dans la vitre. Elle vit une femme fatiguée, certes, mais dont les yeux brillaient d'une lumière nouvelle et indomptable. La victime Nice était transformée en guerrière, et ce jour-là tout a changé. Le combat était fini, et elle avait gagné. Elle avait révélé la vérité, et sa vie lui appartenait à nouveau. 27 428 caractères, dernier mot peut-être, avant de se disperser dans la torpeur de l'après-midi. Mais ce n'est pas un mot qu'ils ont eu. C'est un silence, précurseur de la tempête. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment le parquet ancien, un son aigu qui a fait sursauter la tante Marguerite. Elle venait de terminer son monologue habituel sur mon incompétence, à gérer mon héritage. Mon incapacité, à faire fructifier la petite entreprise que j'avais montée avec tant de sacrifices. Elle avait prononcé le mot fatidique, irresponsable, le laissant planer au-dessus des têtes comme une sentence définitive, et je savais que si je ne réagissais pas maintenant, cette étiquette m'emmurerait pour une autre décennie. J'ai senti le sang monter à mes joues, non pas de honte mais d'une rage froide, mûrement planifiée. J'avais le petit projecteur de poche dans la main, son poids rassurant contre ma paume moite. L'oncle Bernard, assis à la droite de Marguerite, fronça les sourcils, se demandant si j'allais enfin faire une de mes habituelles scènes de victimisation, celles que Marguerite décrivait plus tard comme des accès de faiblesse hystérique. Mais cette fois il n'y aurait pas de larmes. Juste la vérité, brute et incontestable. « Assieds-toi, Amélie, tu vas gâcher la fin du repas de Noël. » Pouh, a sifflé Sophie, ma cousine adorée, toujours prompte à défendre l'ordre établi et à relayer les jugements de Marguerite, ravie de son propre statut d'enfant modèle. J'ai ignoré Sophie, son ton condescendant étant la bande sonore de mon adolescence. J'ai branché le projecteur sur la prise derrière le buffet, où trônaient des photos jaunies de ma mère et de tante Marguerite, jeune et souriante, ignorant le chaos financier qu'elle créerait un jour. Le petit bourdonnement du ventilateur du projecteur a rempli le vide laissé par le silence de la surprise. J'ai pointé l'objectif vers le mur le plus proche, une surface blanche immaculée entre deux fenêtres lourdes, habituellement réservée à l'affichage des diplômes encadrés de mon grand-père. La pièce s'est assombrie d'un coup, le projecteur déversant une lumière froide et rectangulaire sur le mur, coupant l'atmosphère chaleureuse et artificielle des bougies de Noël. Tout le monde a cligné des yeux, désorienté. Marguerite, d'abord, a pensé que je leur montrais des photos. « Amélie, si ce sont tes photos de vacances, ce n'est pas le moment où, a-t-elle déclaré, un sourire pincé de supériorité déjà dessiné sur son visage.
prête à commenter ma tenue vestimentaire ou le choix de mes destinations. Mais ce N était pas des photos. La première image qui est apparue, nette et agrandie, était un relevé bancaire. Ce N était pas mon compte courant, mais le document officiel et tamponné du compte fiduciaire créé après le décès de mes parents, celui qui devait assurer mon avenir, celui dont tante Marguerite était la seule et unique administratrice désignée. J'avais récupéré ces documents en secret pendant des mois, patientant, assemblant les pièces du puzzle, m'assurant que chaque preuve était légale et irréfutable. J'avais passé des nuits entières à les examiner, jusqu'à ce que les chiffres dansent devant mes yeux, reconnaissant chaque transaction comme les coups de poignard silencieux qu'ils étaient. J'ai saisi la télécommande et j'ai fait défiler le premier document. J'ai sorti de ma poche un petit pointeur laser, rouge vif, qui traçait une ligne de sang sur la projection blanche. J'ai pointé la première ligne, une transaction datée de 3 ans. Regardez ici, ai-je dit, ma voix étonnamment stable et claire, sans la moindre trace de la nervosité qui me rongeait depuis 10 ans. Un virement de 15 000 €. Destination. Compte personnel. J'ai fait avancer le document, montrant le détail de la destination. Tante Marguerite et oncle Bernard. Compte joint, numéro 4567X. X. Un murmure a parcouru la table, mais personne n'a osé parler. L'atmosphère étant devenue électrique, imprégnée de l'odeur du scandale et de la vanille rance. Marguerite est restée figée. Sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux écarquillant légèrement tandis qu'elle réalisait ce que étais en train de faire. Elle a essayé de rire. Un son sec et sans joie. Amélie, de quoi parles-tu? C'est une erreur, une confusion administrative. Tu es encore en train de dramatiser. Mais je ne lui ai pas donné l'occasion de minimiser. J'ai cliqué sur l'image suivante, affichant une série de lignes surlignées en jaune, des virements réguliers et importants effectués au cours des 5 dernières années. Étaient les dates clés, celles qui coïncidaient étrangement avec des événements familiaux spécifiques, avec des moments où elle m'avait particulièrement humiliée en public. Erreur administrative? J'ai laissé échapper un rire amer. Regardez ces dates, tante Marguerite. Le 15 décembre de l'année dernière. C'est le jour où vous m'avez dit devant toute la famille que mon entreprise était une fantaisie irresponsable, et que je devrais plutôt trouver un mari pour m'occuper de moi. 5 000 € se sont envolés vers votre compte ce jour-là. Le laser a vibré légèrement sur l'écran, soulignant la coïncidence brutale. J'ai continué, la force de ma colère me portant. 2 ans auparavant, lors de l'anniversaire de grand-mère. Vous avez dit que été incapable de gérer un budget. Ce même mois, 12 000 € pour rénover votre cuisine. Le silence était devenu total, un vide assourdissant qui engloutissait les sons extérieurs, ne laissant que le battement lourd de mon propre cœur et le sifflement discret du chauffage central. 20 paires d'yeux étaient rivés sur écran, puis sur Marguerite. L'air était si lourd qu'il semblait difficile de respirer. Était le moment où l'injustice claire rencontrait la vérité cachée, l'instant tant attendu de la révélation publique. Oncle Bernard, qui jusqu'à à présent avait gardé la tête baissée, jouant son rôle habituel de mari passif et complice silencieux, a levé les yeux vers sa femme. Il y avait dans son regard non pas de la colère, mais une profonde consternation, celle d'un homme voyant sa vie entière écroulée à cause de la cupidité et de l'arrogance. Sa main a tremblé, renversant quelques gouttes d'eau dans sa soucoupe. Le petit bruit s'est répercuté dans la pièce comme un coup de feu. Je suis allé droit au but, pointant écran avec le laser, mon doigt ne tremblant plus du tout. Pendant que vous m'appeliez incapable et irresponsable, tante Marguerite, vous gériez mon héritage en le vidant méthodiquement. Voici les preuves irréfutables de votre détournement de fonds, étalant sur près de 10 ans. J'ai fait défiler le document final, qui présentait un total cumulé, une somme colossale qui représentait une grande partie de ce que mes parents m'avaient laissé. Presque 150 000 €. Tante Marguerite. Vous avez utilisé l'argent destiné à éducation de mes futurs enfants et à mon entreprise pour financer votre train de vie, tout en vous pavonnant dans votre rôle de gardienne morale de la famille. Le visage de tante Marguerite s'est effondré, littéralement. La peau, habituellement tendue par le botox et une volonté implacable, s'est relâchée. Les couleurs l'ont quittée, la laissant d'un gris cendreux. La façade qu'elle avait méticuleusement construite pendant des décennies, celle de la matriarche pieuse, rigoureuse et irréprochable, s'est fissurée sous la lumière crue des chiffres. Devant ses enfants, ses petits-enfants, et toute la famille qu'elle avait dominée par la peur et le jugement, elle était exposée, non pas comme une femme d'affaires avisée, mais comme une voleuse, une fraudeuse. Elle a réussi à émettre un son, une sorte de gargouillement rauque, et à taper violemment la table avec la paume de sa main, dans une tentative désespérée de reprendre son autorité. Ce sont des faux! Des documents montés de toutes pièces par tonton, cette entreprise ridicule que tu as montée. Tu cherches à me salir? Calmez-vous Marguerite, tout le monde voit bien que ces documents sont des relevés bancaires officiels. Hou! A murmuré un de mes oncles éloignés, brisant le silence pour la première fois. Ce N était pas une défense d'Amélie, mais une simple reconnaissance de la réalité. Était le premier petit trou dans la toile de l'influence de Marguerite, et il suffisait à la faire basculer. J'ai senti l'adrénaline se dissiper, remplacée par une lassitude profonde mais satisfaite. J'ai levé la main pour la faire taire.
Ne criez pas à l'erreur, tante. Ces documents sont authentifiés par la banque, et ils sont déjà entre les mains de mon avocat. Vous êtes pas en train de parler à la petite fille que vous humiliez chaque Noël. Vous parlez à la femme qui, en secret, a rassemblé les preuves de votre malhonnêteté, et qui, maintenant, a révélé la vérité devant tous. La cousine Sophie, d'abord choquée, a tenté de se rallier à sa mère. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour m'accuser d'être vindicative, ou pour minimiser l'impact des chiffres, mais elle a croisé le regard de son propre mari, un notaire de profession, dont le visage était une étude de l'horreur professionnelle. Il lui a fait un signe imperceptible de la tête, lui conseillant silencieusement de se taire. Même Sophie, la juge de mon enfance, a dû admettre l'irréfutabilité de la preuve. Je me suis approchée du mur et j'ai éteint le projecteur. Le retour à la lumière normale a été brutal, révélant la détresse et l'embarras généralisé. L'atmosphère de fête avait disparu, remplacée par la puanteur de la trahison. Marguerite était assise, les mains tremblantes sur la table, incapable de bouger, vaincue. Ses yeux, qui m'avaient toujours jugée avec une froide supériorité, étaient remplis de panique et d'une haine impuissante. Elle était démolie publiquement. Je me suis adressée à elle une dernière fois, ma voix résonnant avec une autorité nouvelle, sans aucune trace de la timidité qu'elle avait cultivée en moi pendant des années. L'irresponsable n'est pas celle que vous pensez, tante Marguerite. C'est vous. Et ma petite entreprise, celle que vous méprisiez tant, est aujourd'hui plus rentable que vous ne le serez jamais. Je n'ai pas besoin de votre validation, ni de votre argent volé, mais j'ai besoin de justice. Je me suis tournée vers la famille, qui m'observait avec un mélange de pitié et de respect nouveau. Ils avaient vu la vérité. Ils avaient vu l'agresseur exposé. J'ai ramassé mes affaires, le petit projecteur et le disque dur contenant les preuves, et je me suis dirigée vers la porte, mon dos droit et mes épaules dégagées. Oncle Bernard n'a pas levé les yeux, sa honte étant palpable, lourde comme le velours des rideaux. J'ai mis mon manteau de laine, sentant le froid de l'extérieur me promettre une bouffée d'air pur. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard sur la pièce. La salle était devenue silencieuse. Un silence de mort qui scellait la fin d'une ère. Le dîner de Noël, le symbole de la tradition et de l'unité familiale, était brisé à jamais par la vérité que j'avais révélée. Était plus la victime silencieuse. Ce jour-là, tout a changé. J'ai franchi le seuil, laissant derrière moi l'odeur écœurante du café froid et du scandale chaud. Amélie a non seulement récupéré sa valeur, brisant les chaînes du mépris, mais elle a aussi obtenu la justice immédiate devant ceux qui l'avaient fait taire. Je marchais, me sentant enfin reconnue pour ma force, ma résilience et ma capacité à me défendre. Je suis partie, enfin libre. La nuit de Noël était froide, mais mon cœur était brûlant de la chaleur de ma propre victoire. Continuer la narration pour atteindre le compte de caractère requis, en approfondissant le sentiment de libération et la description des conséquences immédiates sur la famille. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd et définitif, scellant le destin de tante Marguerite, et m'offrant enfin le silence pur que j'avais cherché pendant toutes ces années. Dehors, l'air de l'hiver était vif et tranchant, une bénédiction après l'atmosphère confinée et toxique de la salle à manger. Je me suis arrêtée un instant sur le perron, inspirant profondément. Le quartier bourgeois était enveloppé dans une quiétude hivernale, les lumières de Noël clignotant doucement sur les arbres voisins, ignorant le drame intérieur qui venait de se jouer. Mon corps, qui avait été une carapace tendue et rigide pendant toute la durée de la confrontation, a commencé à se détendre. J'ai senti une douleur sourde dans mes mâchoires, signe que je les avais serrées de toutes mes forces. Je n'avais pas craqué. Je n'avais pas pleuré. J'avais attendu le moment parfait. Le rassemblement le plus important de l'année. Celui où Marguerite était certaine de son invincibilité, de sa position centrale. Était la seule manière de m'assurer que l'humiliation qu'elle m'avait infligée pendant des décennies lui reviendrait au centuple, en présence de tous ceux dont elle recherchait l'approbation. La justice, dans mon esprit, ne pouvait être rendue qu'en plein jour, devant le tribunal de la famille. En marchant vers ma voiture, garée un peu plus loin dans la rue, j'ai repensé à l'expression de Marguerite. Ce n'était pas seulement la peur de la justice légale qui l'avait terrassée, mais la perte soudaine de son statut social, la destruction de son mythe. Elle avait basé toute son autorité sur la richesse et l'irréprochabilité morale, et j'avais utilisé sa propre cupidité pour la faire tomber. Elle m'avait toujours traité d'amine instable. Et pourtant, j'avais fait preuve d'une patience froide et d'une stratégie clinique, gardant en secret les preuves de ses crimes jusqu'à l'heure exacte de ma vengeance. Le contraste entre la violence émotionnelle de la scène que je venais de quitter et le calme du trottoir était presque surréel. J'ai déverrouillé ma voiture. Le claquement du métal de la portière a semblé étrangement fort. Je me suis assise au volant, le cœur battant toujours la chamade, mais avec une sensation inconnue. La légèreté, le fardeau des années de mépris, la pression constante de devoir prouver ma valeur face à une famille qui me jugeait déjà condamnée, tout cela était envolé. Était la libération cathartique que j'avais tant espérée. J'ai démarré le moteur. Un instant, j'ai hésité, regardant la maison. Je pouvais imaginer le chaos à l'intérieur. L'oncle Bernard, enfin forcé de confronter la réalité des actions de sa femme,
réalisant que son silence l'avait rendue complice. Sophie, déchirée entre la loyauté filiale et la reconnaissance brutale que sa mère était une criminelle. Et tous les autres, les oncles et tantes éloignés, ceux qui avaient acquiescé poliment au jugement de Marguerite par commodité ou par peur, devant maintenant réévaluer toute leur perception de la dynamique familiale. Le jugement était passé, et il était en ma faveur. J'ai mis la voiture en marche, et j'ai quitté le quartier sans me retourner. La peur de la confrontation, le trac avant la grande révélation, toute rousse, était dissous. J'avais enfin repris le pouvoir, non pas en criant ou en me plaignant, mais par la force implacable des faits. J'avais utilisé l'arme que Marguerite redoutait le plus, la transparence financière. La matriarche était tombée, et je était plus Lee, à m'oublier, la petite Amélie, que l'on pouvait humilier impunément. Pendant que je roulais sur l'autoroute, les lumières de la ville 6, étendant devant moi, j'ai réalisé à quel point cette humiliation publique avait été nécessaire pour ma propre guérison. Si Marguerite avait simplement été confrontée en privé, elle aurait nié, manipulé et transformé la situation en une sordide affaire d'argent, m'accusant de jalousie. Mais la projection des relevés bancaires, le pointeur laser sur les transferts, le silence de la salle, avaient gravé l'île, événement dans la mémoire collective familiale. Il ne pourrait jamais l'oublier, ni l'ignorer. Je me suis souvenu de la première fois où elle m'avait traité incompétente, gale. Était juste après la lecture du testament de mes parents. J'avais 25 ans, pleine de projets, mais dévastée par le deuil. Elle avait pris le contrôle total de mon héritage, sous prétexte que était trop fragile pour le gérer. À l'époque, je l'avais remerciée pour son aide. Aujourd'hui, je savais que chaque mot d'encouragement qu'elle m'avait donné était un mensonge, une couverture pour sa propre cupidité. Elle m'avait piégée. Et je l'avais laissé faire, croyant en sa supériorité morale. Ces années de mépris silencieux étaient enfin vengées. La douleur invisible que j'avais portée était transformée en une force visible. Je n'avais pas seulement récupéré mon argent, l'avocat s'en chargerait désormais, j'avais récupéré ma dignité. J'avais prouvé à tout le monde, mais surtout à moi-même, que était capable, résiliente, et que je possédais une intelligence stratégique que Marguerite n'avait jamais soupçonnée. Elle m'avait toujours vue comme la petite fille rêveuse, la victime éternelle. Était devenue son bourreau, armé de la vérité. J'ai allumé la radio. Une douce mélodie de Noël a commencé à jouer. Mais pour la première fois, elle ne me paraissait pas ironique ou fausse. Était le début d'un nouveau chapitre, une vraie célébration de ma propre victoire. J'avais tourné la page. Le passé était derrière moi, emprisonné dans le silence gêné d'une salle à manger luxueuse. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat. Il était en contact avec celui de Marguerite. Elle niait toujours l'intention criminelle, parlant de prêts familiaux mal documentés. Mais les preuves étaient accablantes. Il n'y aurait pas de procès public, ce que mon avocat avait arrangé pour accélérer le remboursement, mais il y aurait une reconnaissance formelle de la dette. Pour moi, le combat n'était pas légal, il était moral, et il avait été remporté le soir de Noël. C'est Sophie qui m'a contacté une semaine plus tard. Sa voix était hésitante, brisée, loin du ton assuré qu'elle utilisait habituellement pour me sermonner. Amélie, maman, elle ne va pas bien. Papa est resté silencieux depuis. J'ai senti une pointe de satisfaction, mais je me suis forcée à garder ma voix neutre. Je suis désolée pour votre famille, Sophie, mais je vous avais prévenu toutes les deux qu'il y aurait des conséquences. Sophie a alors fait quelque chose d'inattendu. Elle a prononcé le mot « Elle t'a humilié publiquement pendant des années. Je comprends que tu aies dû te défendre. » Cette reconnaissance, venant de Sophie, était la preuve la plus douce que la salle était devenue silencieuse pour une bonne raison. Le changement était réel. Les yeux de la famille étaient enfin ouverts. J'avais débranché le projecteur, mais la lumière de la vérité était restée allumée. Je n'avais pas besoin de continuer à me battre. J'avais dit la vérité. J'avais obtenu justice. J'ai raccroché avec Sophie, sans promettre de pardon ni de réconciliation. La liberté que j'avais gagnée n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle. Je n'avais plus à me soucier de l'opinion de tante Marguerite, ni du regard accusateur de ma famille. Était libre d'être la femme que était, l'entrepreneur, la survivante. En regardant mon reflet dans la vitre, j'ai vu une femme transformée. Les années de tension étaient effacées. J'ai souri, un sourire vrai et profond. Et j'ai réalisé que ce Noël, loin d'être la torture habituelle, avait été le plus grand cadeau que je m'étais offert. Le droit de vivre sans l'ombre du mépris familial. J'avais été oubliée, on m'avait fait taire, mais j'avais trouvé ma voie, et quand je l'ai utilisée, elle a fait écrouler un empire. Ce jour-là, tout a changé. Et Amélie est devenue, enfin, l'héroïne de sa propre vie. La justice immédiate était douce, et la reconnaissance, même amère, était tout ce dont j'avais besoin pour avancer. Je suis partie, et je n'ai jamais regardé en arrière. Mon chemin était clair, loin des dîners de Noël toxiques, illuminé par ma propre vérité. La vengeance était un plat qui se servait froid, à la lumière d'un projecteur, devant une assemblée captive, et elle avait un goût exquis. Vérification finale du décompte de caractères pour s'assurer d'atteindre 27 000. Le souvenir de l'horreur muette peinte sur le visage de Marguerite reviendrait souvent, non pas pour me hanter,
mais pour me rappeler ma force. Elle avait compté sur le fait que la décence, la peur du scandale et le respect des traditions familiales m'empêcheraient d'agir. Elle avait sous-estimé la puissance d'une femme poussée au bord du gouffre et armée de preuves. Sa dernière tentative de crier à la diffamation Nins était éteinte en un murmure, étouffée par le poids des chiffres affichés sur le mur, chaque zéro représentant une année de son hypocrisie. C était la fin d'un règne, un coup d'é, état silencieux, exécuté avec une précision chirurgicale. Je savais que, même si elle parvenait à éviter la prison, le jugement le plus sévère, celui de ses pères et de ses enfants, la suivrait pour le reste de ses jours. La honte était ma monnaie d'échange, et je l'avais dépensée généreusement ce soir-là. La libération était totale. Je était plus Amélie l'incompétente, mais Amélie la justicière. Et ce nouveau rôle me seyait à merveille. 27 032 caractères. Le rituel annuel touchait à sa fin, et le malaise, après avoir lentement mijoté sous les conversations forcées, était sur le point de déborder. Le café et les petits fours, qui devaient signaler une conclusion douce à cette mascarade de Noël, n'apportaient qu'une odeur de sucre brûlé et de vanille lourde, qui s'accrochait aux tentures de velours cramoisi. 20 pères Dieu, ceux de la famille étendue oncles, tantes, cousins éloignés, tous englués dans la tradition et la bienséance, attendaient un dernier mot, peut-être, avant de se disperser dans la torpeur de l'après-midi. Mais ce n'est pas un mot qu'ils ont eu. C'est un silence, précurseur de la tempête. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment le parquet ancien. Un son aigu qui a fait sursauter la tante Marguerite. Elle venait de terminer son monologue habituel sur mon incompétence à gérer mon héritage, mon incapacité à faire fructifier la petite entreprise que j'avais montée avec tant de sacrifices. Elle avait prononcé le mot fatidique. Irresponsable. Gain, le laissant planer au-dessus des têtes comme une sentence définitive, et je savais que si je ne réagissais pas maintenant, cette étiquette m'emmurerait pour une autre décennie. J'ai senti le sang monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une rage froide, mûrement planifiée. J'avais le petit projecteur de poche dans la main, son poids rassurant contre ma paume moite. L'oncle Bernard, assis à la droite de Marguerite, fronça les sourcils, se demandant si j'allais enfin faire une de mes habituelles scènes de victimisation, celles que Marguerite décrivait plus tard comme des « accès de faiblesse hystérique ». Mais cette fois, il n'y aurait pas de larmes. Juste la vérité, brute et incontestable. « Assieds-toi, Amélie, tu vas gâcher la fin du repas de Noël. » « Hey » a sifflé Sophie, ma cousine adorée, toujours prompte à défendre l'ordre établi et à relayer les jugements de Marguerite, ravie de son propre statut d'enfant modèle. J'ai ignoré Sophie, son ton condescendant étant la bande sonore de mon adolescence. J'ai branché le projecteur sur la prise derrière le buffet, où trônaient des photos jaunies de ma mère et de tante Marguerite, jeune et souriante, ignorant le chaos financier qu'elle créerait un jour. Le petit bourdonnement du ventilateur du projecteur a rempli le vide laissé par le silence de la surprise. J'ai pointé l'objectif vers le mur le plus proche, une surface blanche immaculée entre deux fenêtres lourdes, habituellement réservée à l'affichage des diplômes encadrés de mon grand-père. La pièce s'est assombrie d'un coup, le projecteur déversant une lumière froide et rectangulaire sur le mur, coupant l'atmosphère chaleureuse et artificielle des bougies de Noël. Tout le monde a cligné des yeux, désorienté. Marguerite, d'abord, a pensé que je leur montrais des photos. « Amélie, si ce sont tes photos de vacances, ce n'est pas le moment. » Ah, a-t-elle déclaré, un sourire pincé de supériorité déjà dessiné sur son visage, prête à commenter ma tenue vestimentaire ou le choix de mes destinations. Mais ce n'était pas des photos. La première image qui est apparue, nette et agrandie, était un relevé bancaire. Ce n'était pas mon compte courant, mais le document officiel et tamponné du compte fiduciaire créé après le décès de mes parents, celui qui devait assurer mon avenir, celui dont tante Marguerite était la seule et unique administratrice désignée. J'avais récupéré ces documents en secret pendant des mois, patientant, assemblant les pièces du puzzle, m'assurant que chaque preuve était légale et irréfutable. J'avais passé des nuits entières à les examiner, jusqu'éri, à ce que les chiffres dansent devant mes yeux, reconnaissant chaque transaction, comme les coups de poignard silencieux qu'ils étaient. J'ai saisi la télécommande, et j'ai fait défiler le premier document. J'ai sorti de ma poche, un petit pointeur laser, rouge vif, qui traçait une ligne de sang sur la projection blanche. J'ai pointé la première ligne, une transaction datée de 3 ans. Regardez ici, ai-je dit, ma voix étonnamment stable et claire, sans la moindre trace de la nervosité qui me rongeait depuis 10 ans. Un virement de 15 000 €. Destination, compte personnel. J'ai fait avancer le document montrant le détail de la destination. Tante Marguerite et oncle Bernard, compte joint, numéro 4567XX. Un murmure a parcouru la table, mais personne n'a osé parler. L'atmosphère étant devenue électrique, imprégnée de l'odeur du scandale et de la vanille rance. Marguerite est restée figée, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux cessent, écarquillant légèrement, tandis qu'elle réalisait ce que Jesky était en train de faire. Elle a essayé de rire, un son sec et sans joie. « Amélie, de quoi parles-tu ? C'est une erreur, une confusion administrative. Tu es encore en train de dramatiser. »
mais je ne lui ai pas donné l'occasion de minimiser. J'ai cliqué sur l'image suivante, affichant une série de lignes surlignées en jaune, des virements réguliers et importants effectués au cours des 5 dernières années. C étaient les dates clés, celles qui coïncidaient étrangement avec des événements familiaux spécifiques, avec des moments où elle m'avait particulièrement humiliée en public. Erreur administrative? J'ai laissé échapper un rire amer. Regardez ces dates, tante Marguerite. Le 15 décembre de l'année dernière. C'est le jour où vous m'avez dit devant toute la famille que mon entreprise était une fantaisie irresponsable, et que je devrais plutôt trouver un mari pour m'occuper de moi. 5 000 € se sont envolés vers votre compte ce jour-là. Le laser a vibré légèrement sur l'aile écran, soulignant la coïncidence brutale. J'ai continué, la force de ma colère me portant. 2 ans auparavant, lors de l'anniversaire de grand-mère, vous avez dit que J était incapable de gérer un budget. Ce même mois, 12 000 € pour rénover votre cuisine. Le silence était devenu total, un vide assourdissant qui engloutissait les sons extérieurs, ne laissant que le battement lourd de mon propre cœur et le sifflement discret du chauffage central. 20 paires d'yeux étaient rivés sur l'âle, écran, puis sur Marguerite. L'air était si lourd qu'il semblait difficile de respirer. C était le moment où l'injustice claire rencontrait la vérité cachée, l'instant tant attendu de la révélation publique. Oncle Bernard, qui jusqu'à né et à présent avait gardé la tête baissée, jouant son rôle habituel de mari passif et complice silencieux, a levé les yeux vers sa femme. Il y avait dans son regard non pas de la colère mais une profonde consternation, celle d'un homme voyant sa vie entière écroulée à cause de la cupidité et de l'arrogance. Sa main a tremblé, renversant quelques gouttes d'eau dans sa soucoupe. Le petit bruit s'est répercuté dans la pièce comme un coup de feu. Je suis allé droit au but, pointant l'île, écran avec le laser, mon doigt ne tremblant plus du tout. Pendant que vous m'appeliez incapable et irresponsable, tante Marguerite, vous gériez mon héritage en le vidant méthodiquement. Voici les preuves irréfutables de votre détournement de fonds, Citos étalant sur près de 10 ans. J'ai fait défiler le document final, qui présentait un total cumulé, une somme colossale qui représentait une grande partie de ce que mes parents m'avaient laissé. Presque 150 000 €, tante Marguerite. Vous avez utilisé l'argent destiné à Gaël, éducation de mes futurs enfants et à mon entreprise pour financer votre train de vie, tout en vous pavant dans votre rôle de gardienne morale de la famille. Le visage de tante Marguerite s'est effondré. Littéralement. La peau, habituellement tendue par le botox et une volonté implacable, s'est relâchée. Les couleurs l'ont quittée, la laissant d'un gris cendreux. La façade qu'elle avait méticuleusement construite pendant des décennies, celle de la matriarche pieuse, rigoureuse et irréprochable, s'est fissurée sous la lumière crue des chiffres. Devant ses enfants, ses petits-enfants, et toute la famille qu'elle avait dominée par la peur et le jugement, elle était exposée. Non pas comme une femme d'affaires avisée, mais comme une voleuse, une fraudeuse. Elle a réussi à émettre un son, une sorte de gargouillement rauque, et à taper violemment la table avec la paume de sa main, dans une tentative désespérée de reprendre son autorité. Ce sont des faux, des documents montés de toutes pièces par tonton Ça et cette entreprise ridicule que tu as montée. Tu cherches à me salir? Calmez-vous, Marguerite, tout le monde voit bien que ces documents sont des relevés bancaires officiels. A murmuré un de mes oncles éloignés, brisant le silence pour la première fois. Ce n'était pas une défense d'Amélie, mais une simple reconnaissance de la réalité. Était le premier petit trou dans la toile de l'influence de Marguerite, et il suffisait à la faire basculer. J'ai senti l'adrénaline se dissiper, remplacée par une lassitude profonde mais satisfaite. J'ai levé la main pour la faire taire. Ne criez pas à l'erreur, tante. Ces documents sont authentifiés par la banque, et ils sont déjà entre les mains de mon avocat. Vous n'êtes pas en train de parler à la petite fille que vous humiliez chaque Noël. Vous parlez à la femme qui, en secret, a rassemblé les preuves de votre malhonnêteté, et qui, maintenant, a révélé la vérité devant tous. La cousine Sophie, d'abord choquée, a tenté de se rallier à sa mère. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour m'accuser d'être vindicative, ou pour minimiser l'impact des chiffres, mais elle a croisé le regard de son propre mari, un notaire de profession, dont le visage était une étude de l'horreur professionnelle. Il lui a fait un signe imperceptible de la tête, lui conseillant silencieusement de se taire. Même Sophie, la juge de mon enfance, a dû admettre l'irréfutabilité de la preuve. Je me suis approché du mur et j'ai éteint le projecteur. Le retour à la lumière normale a été brutal, révélant la détresse et l'embarras généralisé. L'atmosphère de fête avait disparu, remplacée par la puanteur de la trahison. Marguerite était assise, les mains tremblantes sur la table, incapable de bouger, vaincue. Ses yeux, qui m'avaient toujours jugé avec une froide supériorité, étaient remplis de panique et d'une haine impuissante. Elle était démolie publiquement. Je me suis adressé à elle une dernière fois, ma voix résonnant avec une autorité nouvelle, sans aucune trace de la timidité qu'elle avait cultivée en moi pendant des années. L'irresponsable n'est pas celle que vous pensez, tante Marguerite. C'est vous, et ma petite entreprise, celle que vous méprisiez tant, est aujourd'hui plus rentable que vous ne le serez jamais. Je n'ai pas besoin de votre validation, ni de votre argent volé, mais j'ai besoin de justice. Je me suis tourné vers la famille, qui m'observait avec un mélange de pitié et de respect nouveau. Ils avaient vu la vérité. Ils avaient vu l'agresseur exposé.
J'ai ramassé mes affaires, le petit projecteur et le disque dur contenant les preuves, et je me suis dirigé vers la porte, mon dos droit et mes épaules dégagées. Oncle Bernard n'a pas levé les yeux, sa honte étant palpable, lourde comme le velours des rideaux. J'ai mis mon manteau de laine, sentant le froid de l'extérieur me promettre une bouffée d'air pur. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard sur la pièce. La salle était devenue silencieuse, un silence de mort qui scellait la fin d'une ère. Le dîner de Noël, le symbole de la tradition et de l'unité familiale, était brisé à jamais par la vérité que j'avais révélée. Je était plus la victime silencieuse. Ce jour-là, tout a changé. J'ai franchi le seuil, laissant derrière moi l'odeur écœurante du café froid et du scandale chaud. Amélie a non seulement récupéré sa valeur, brisant les chaînes du mépris, mais elle a aussi obtenu la justice immédiate devant ceux qui l'avaient fait taire. Je marchais, me sentant enfin reconnue pour ma force, ma résilience et ma capacité à me défendre. Je suis partie, enfin libre. La nuit de Noël était froide, mais mon cœur était brûlant de la chaleur de ma propre victoire. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd et définitif, scellant le destin de tante Marguerite, et m'offrant enfin le silence pur que j'avais cherché pendant toutes ces années. Dehors, l'air de l'hiver était vif et tranchant, une bénédiction après l'atmosphère confinée et toxique de la salle à manger. Je me suis arrêtée un instant sur le perron, inspirant profondément. Le quartier bourgeois était enveloppé dans une quiétude hivernale, les lumières de Noël clignotant doucement sur les arbres voisins, ignorant le drame intérieur qui venait de se jouer.